Aujourd'hui, ce qu'on voulait proposer, c'est on a un invité d'honneur qui est Christophe Delamarre, on fasse une sorte d'interview pour qu'il nous présente des projets concrets où il a mis en place un système de badge. Donc ça, c'est le premier temps. Donc, il me semble, on me dit dans mon oreillette que Pierre et Christophe ont préparé une interview où on va poser des premières questions pour présenter les projets, mais qu'après, il y aura aussi un temps où vous pourrez poser des questions directement à Christophe. Voilà, donc on a sélectionné, il me semble, 2 projets sur lesquels Christophe va pouvoir intervenir. Et puis après, ce qu'on s'était dit, c'était s'il y a déjà des gens parmi vous qui ont des projets de badge, de faire un peu ce qu'on appelle entre nous une cuisine à badge ou un accélérateur de projet pour vous aider à créer ces badges et alors pas les créer techniquement, mais justement à réfléchir à qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre derrière ce badge pour avancer sur vos projets. Donc voilà, 2 temps forts et j'ai envie de dire c'est parti pour la première partie avec l'interview. Christophe Delamarre, bonjour. Est-ce que... Avec le micro, c'est mieux. Voilà, Christophe Delamarre, bonjour. Et bonjour à toutes et à tous. Christophe, déjà, d'où est-ce que tu nous parles ? Moi, je te parle de Châteaudun, en fait, du centre-val de Loire. Donc, la Bourgogne-Franche-Comté, c'est pas mon territoire, en fait. Hein. Ah mince, moi qui te croyais de là-bas. Oui, mais en fait, on a dû en parler parce que le projet c'est surtout sur un projet que j'ai focalisé mon intervention d'aujourd'hui, c'est sur dans le médico-social et j'accompagne un second projet dans le médico-social en Franche-Comté. Donc peut-être que la confusion est de là, j'ai dû t'en parler. Donc il y a une application, on va dire, qui est en train de se mettre en œuvre de ce que j'ai pu mener en Normandie, ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc une application, un essaimage, on peut dire ça comme ça, en Bourgogne-Franche-Comté. Alors si Christophe Delamarre a été choisi pour intervenir en premier, c'est parce que parmi les acteurs des badges en France, c'est l'un de ceux qui a le plus les mains dans le terrain et c'est pour ça justement qu'on a parlé d'agriculture, de terrain, de terre de badge. Christophe, parce que tu accompagnes de nombreuses créations, entre autres dans ton travail, de systèmes si ce n'est d'écosystèmes, en tout cas d'arborescence de badges. Quel est ton travail au quotidien et depuis quand tu travailles sur les badges ? En fait, j'ai commencé en 2017. À ce moment-là, j'étais salarié d'une structure dans le domaine agricole, d'ailleurs, enfin dans la formation agricole, une association qui s'appelle Ferme d'Avenir, qui existe toujours, qui fait partie du groupe SOS, un grand groupe d'économie sociale et solidaire. Et ma mission était de coordonner un programme de compagnonnage en maraîchage agroécologique. Et j'ai cherché, parce qu'on était sur une niche, on va dire, j'ai cherché un moyen de rendre visible et de valoriser les compétences acquises ou déjà existantes des compagnons pendant leur tour de France des fermes agroécologiques qu'on organisait, puisqu'il n'y avait pas forcément de référence à ce moment-là. Permaculture, agroécologie, c'était pas forcément commun. Donc on a dû créer des référentiels, etc. Et les badges je les ai découverts en fait un peu par hasard par une communication de Serge Ravet, qui est, on va dire, notre mentor sur ces questions de reconnaissance ouverte et de badge. Et du coup, j'étais en Centre-Val de Loire déjà à ce moment-là. Donc, j'ai rencontré Mathieu Muselet, ensuite Philippe, en Normandie, etc. Et j'ai commencé à les mettre en œuvre dans le cadre de mon travail chez Ferme d'Avenir. Et quand j'ai quitté Ferme d'Avenir, j'ai choisi finalement d'accompagner, de créer une société de consultants, en fait, Rhizomia, et d'accompagner les projets. J'ai intuité, on va dire, je suis pas le seul, qu'il y avait des besoins d'accompagnement pour construire des projets, pas seulement créer des badges, mais créer des écosystèmes complets. Donc ce que je fais depuis 2019. On va mettre en avant 2 écosystèmes de badges. On va les mettre en avant pour
comprendre comment ça fonctionne et comment ça a fonctionné sur le terrain, quelles sont peut-être aussi les interactions entre les différents les acteurs du terrain, comment ça fonctionne, c'est important parce que on se pose toutes et tous des questions d'ordre pratique pour ensuite pouvoir se lancer dans notre propre projet. Tu as choisi des badges en médico-social, c'est ça pour Oui, en le fait, premier? un projet, c'est souvent le projet que je mets en évidence, que c'est celui sur lequel j'ai eu un temps long, qui nous a permis en fait de vraiment rentrer dans le détail de ce qu'il est possible de faire. Ça se passait en Normandie, donc j'ai préparé un petit diaporama, si vous voulez que je le partage. Est-ce que tu souhaites qu'on fasse comme ça, Oui, et Pierre? puis on posera des Ouais. questions, Et même vous posez si des vous avez des questions questions au fur et à mesure, n'hésitez Ouais, pas. tout à fait. Après, j'ai effectivement d'autres domaines d'activité dans lesquels je suis intervenu, mais c'est surtout celui-là que j'ai préparé aujourd'hui, en tout cas en termes de présentation. Après, je peux évidemment répondre à vos questions sur d'autres domaines d'activité sur lesquels je suis intervenu en formation continue, insertion socio-professionnelle, dans le domaine de l'entreprise également, en RH. Ça, j'ai peu d'expérience là-dessus, mais il y en a au moins deux que j'ai pu accompagner. Donc, on a dit le domaine du médico-social, et puis un petit peu aussi la formation supérieure avec l'université de Tours ou les différents campus autour de l'université qui ont souhaité mettre en place des badges. Ça, c'était au début de mon travail d'accompagnement. Donc là, si On vous pourra voulez, aussi intervenir, Christophe, s'il y a des demandes par rapport au numérique. Justement, j'ai entendu qu'il y avait quelqu'un qui était dans cette action-là, sur le projet qu'on a monté avec Bordeaux Métropole. Oui, tout à fait, avec Bordeaux Métropole, qu'on a fait ensemble avec Cécile et Sandra. Enfin, qu'on a initié, on va dire. Alors, Sachez que si ce sujet vous intéresse, vous pourrez retrouver, je vais envoyer le lien du webinaire que nous avions organisé sur badge et inclusion numérique, où nous présentons ce projet de badge pour l'inclusion numérique Bordeaux Métropole, et un autre sur le département de l'Hérault qui a également créé un écosystème de badge dans le territoire pour l'inclusion numérique. il faudrait que vous me permettiez le partage, Cécile ou toi. Tu t'as pas permis? Je suis pas permis. J'ai pas la permission. Ça, c'est vraiment pas gentil de la part des organisateurs de ce webinaire. C'est pas pratique surtout. Voilà. Là, normalement, tu devrais. Tu es désigné comme l'un des présentateurs, donc normalement, tu devrais pouvoir le faire. Merci. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Super. Hop. Voilà, moi je vous vois plus, mais donc ah si, ça y est, je vous vois un peu. Voilà, il y a une petite vignette qui s'est placée. Parfois ça disparaît. Donc là, je vais vous présenter le projet qu'on a intitulé OB Héros. Donc on a trouvé avec mes collègues avec lesquels j'ai répondu à un appel à projet Handinov de l'AGFIP. Donc les collègues, c'est l'association Practice. On a trouvé intéressant d'utiliser cet acronyme et le mot héros qui s'est associé, ça a plutôt bien marché. Donc pour Open Badge et handicap ou l'émancipation par la reconnaissance ouverte. Alors, hop. Voilà, donc un projet en fait qui a démarré en 2021, qui a duré 2 ans, qui a mobilisé deux IM-Pro initialement. L'IM-Pro de la Ronce et l'IM-Pro IME et IM-Pro de Beauménil, donc en Normandie, dans le bassin d'emploi d'Évreux. Et ce projet répondait effectivement à un appel à projet Handinov que lance l'AGFIP de manière régulière. Donc on a été lauréat de ce projet. Et là, je vais vous présenter en fait on va dire la démarche qui a été mise en place dans le cadre de ce projet. Donc en vous présentant des personas. Donc j'ai plutôt imaginé ce système-là qui permet en fait une meilleure immersion, je trouve, dans le projet. Donc n'hésitez pas à me poser des questions sur les différents
ou toi, Pierre, hein, sur les différentes étapes et les choix méthodologiques qui ont été faits. Et puis sinon, vous pourrez vous poser vos questions à la fin. Donc là, je vais vous dérouler ça. Donc déjà, l'idée, c'est de montrer à quel point le projet a été mené avec les acteurs de terrain. Donc, on va commencer par Caroline, donc éducatrice. Caroline est éducatrice en vie sociale et internat. Donc, c'est la personne qui va s'occuper des jeunes de l'IME hors les activités techniques. Et puis Charles, plutôt référent en restauration. Il y a d'autres référents, hein, d'autres thématiques pré-professionnelles, mais on va se tenir à ce personnage-là. Une problématique partagée par eux et puis évidemment un certain nombre d'autres personnes qui ont permis que ce projet se mette en place, c'est comment parvenir à identifier, reconnaître et rendre visibles les talents des jeunes révélés lors de leur stage en entreprise. Donc initialement, la demande, ça a été ça, un angle mort. Bon, la plupart des jeunes vont en entreprise dans le cadre de leur projet professionnel, il se passe plein de choses, mais on ne sait pas vraiment quoi. Et l'idée, c'est que les badges puissent rendre visible ce genre d'activités, de compétences, d'aptitudes mises en œuvre pendant ces stages. Alors, on va voir qu'après, ça ne s'est pas limité qu'à ça. Mais en tout cas, voilà la problématique initiale qui a été posée. 3 instances ont été mises en place pendant ce projet. Un comité de développement, donc avec les services publics de l'emploi, les instituts du médico-social, les collectivités territoriales. Il y a eu également un comité d'experts avec l'association Reconnaître dont on vous a parlé tout à l'heure avec Cécile et Philippe. Le Dôme de Caen, donc, est un Fab Lab dès le début engagé dans les badges, un Fab Lab à Caen. Et puis le CIBC de l'Eure, centre de bilan de compétences, je sais plus ce que veut dire le I, qui a été un partenaire actif et au quotidien, on va dire, on va le voir un peu plus tard. Puis ensuite un comité de suivi avec les financeurs. Donc l'idée, c'était d'impliquer une 50aine d'élèves, dont en première intention les élèves sortants. Donc ceux pour qui il y avait vraiment une problématique de je fais quoi après et comment je peux mobiliser ce que j'ai déjà fait, ce que je sais faire pour le futur, et le futur en particulier en milieu ouvert, puisque l'idée c'est pour la GFIP en tout cas, de favoriser ce type de sortie-là. C'est l'idée de travailler effectivement ailleurs que dans les structures du médico-social. Oui. La question à ce moment-là, c'est pour aider les personnes à allier en milieu ouvert et les rendre visibles sur le milieu ouvert et donc rendre visibles leurs compétences, ou bien leur permettre à elles de prendre conscience de leurs compétences et de les pousser vers le milieu ouvert. En fait, ça a donné lieu à ces les deux aspects en fait ont été couverts. Dans une première intention, c'était effectivement de leur donner les moyens. Donc concrètement, en fait, de créer un CV qui soit augmenté, qui permette de rendre visibles des choses invisibles. Mais évidemment, c'est pas si systématique que ça. Mais la plupart des dispositifs qui entrent dans l'aventure Open Badge se rendent compte que derrière, il y a toute une problématique autour de la réflexivité, du travail sur soi, qui est imbriqué dans la logique Open Badge, qui permet effectivement et qui a permis effectivement aux jeunes de révéler à eux-mêmes et aux autres. D'ailleurs, il y a eu effectivement quelques belles histoires autour de ça, des choses qu'ils savaient faire, mais dont ils ne parlaient pas. Donc il y a ces deux aspects-là. Donc là, on a dans nos personas, on a, je peux pas réduire ça, c'est pas grave. Comment je fais pour, il y a le, bon, c'est pas grave. Il y a un truc qui te gêne. Ouais, il y a un truc qui me gêne, c'est les vignettes de la visio, mais j'arrive pas à l'enlever. Nous, c'est parfait en tout cas. Pour vous, c'est bon, mais du coup, ça me cache une partie de mon écran. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on a Lorca, qui était élève à l'IM Pro de Beaumesnil. Donc, ça va être notre persona jeune, on va dire, qui va s'impliquer dans le système. Et puis, la proposition qui a été faite pour répondre à cette problématique, c'est d'abord de créer un atelier. L'idée, c'est de
de mettre en situation les jeunes, de réfléchir à ce qu'ils savent faire. On a parlé le terme qu'on a utilisé, c'est celui de talent, plus que de compétences, de savoir-faire ou de savoir-être, qui parle pas forcément aux jeunes, qui parle pas même forcément à tous. Donc le talent a été plus facile à amener. Donc on a conçu et animé avec le CIBC qui met en place et qui aujourd'hui développe un système un dispositif qui s'appelle le lieu de la reco. On pourrait vous en parler. Donc là, l'idée, ça a été de proposer une collection de badges. Là, je vous fais un résumé en fait de ce qui a été mis en œuvre et je vais le détailler ensuite. Donc une collection de badges sur différentes thématiques, dans 7 secteurs en particulier, et on les a conçus, ces badges, dans leur contenu, déjà dans l'idée des badges à la base, mais également dans leur contenu. On va voir qu'effectivement un badge, c'est un ensemble de données qu'il faut concevoir, et l'idée c'est de le concevoir collectivement. Ça, c'est évidemment dans l'idéal. Donc conçu avec les éducateurs et les élèves, avec un outil qu'on a utilisé, qui est un outil collaboratif qui s'appelle le Digipad. C'est pour rentrer en fait encore une fois dans les détails un peu techniques, pour ceux qui se disent ok, ça c'est bien, mais comment on fait concrètement pour travailler collectivement quand on n'est pas forcément au même endroit et qu'on puisse travailler de manière asynchrone. Et ben voilà, il y a des outils qui existent. La Digital met en place des outils qui ont bien aidé beaucoup d'entre nous pendant la période Covid, par exemple. Alors, je continue. Alors, la partie numérique, parce qu'un Open Badge, c'est essentiellement numérique, vous allez voir qu'en fait, elle est venue en seconde intention. Dans un premier temps, de manière assez opportuniste par rapport au retour des jeunes, on a d'abord souhaité travailler sur la valorisation des compétences, des aptitudes, des savoir-faire, des talents au sens large, avec le papier. Donc on a créé un support qu'on a appelé la pochette à badge, pour ensuite basculer sur une logique numérique qui permettait d'écarter les limites, on va dire, du système papier, mais il fallait s'en rendre compte pour ça. Et voilà. Donc là, c'est quoi un badge numérique? Rapidement, pour ceux qui découvrent un peu ce que c'est. Alors, pour revenir un peu dans la logique initiale d'un badge, au départ, le modèle qui a été pris, c'est celui de l'insigne des scouts. Donc, on imagine que Lorca est membre des Scouts et Guides de France, donc il a des badges qui lui sont proposés qui lui permettent d'être valorisé dans sa communauté de pratique, qui est celle des scouts. Il sait faire pas mal de choses et ces badges vont être visibles sur sa chemise. Donc voilà comment ça fonctionne à la base. La conception initiale du projet Open Badge, je l'ai pas fait cet exemple au hasard, est partie de ce modèle-là pour ensuite aller sur quelque chose de plus généralisé, on va dire, et de plus facile à mettre en œuvre que de porter une chemise avec des insignes. Donc là, on revient au statut d'élève à l'IM-Pro de Lorca. En fait, il change de casquette. Donc là, il y a des choses qu'il veut rendre visibles. Par exemple, c'est le fait qu'il sache pratiquer. Il sait, dans le cadre de son projet restauration, il sait créer des entrées chaudes. C'est quelque chose qu'il a appris à faire. Et c'est quelque chose qu'il veut rendre visible parce que ça peut lui servir dans le cadre de son projet professionnel. Mais fixer ça sur une chemise, c'est pas évident. Donc l'idée, c'est toujours dans l'optique de participer et de faire partie d'une communauté de pratique, mais là cette fois-ci celle de la restauration. Il va donc rendre visible cette compétence plutôt en utilisant ce qu'on connaît tous, c'est le CV. Donc là, on va plutôt parler d'une page projet, on va dire, ou d'une fiche métier, parce que c'est pas vraiment un CV en tant que tel, mais en tout cas dans le parcours de Lorca, c'est ce qui semblait être le document le plus facile à mettre en œuvre et le plus explicite pour un futur employeur dans le cadre d'un stage, par exemple, ou d'un emploi en tant que tel. Donc ça, on va le reprendre après tout à l'heure, de comment ça a fonctionné. Donc très concrètement, on va avoir plusieurs parcours possibles dans son parcours de reconnaissance. D'abord sur la logique de son histoire en tant que telle. Donc avec Caroline, qui est éducatrice, elle va plutôt s'intéresser à ce que Lorca va faire en dehors de la partie de ce qui est son métier envisagé. Donc plutôt autour de ses aptitudes, de ses savoir-être, on va dire, tous ces fameux soft skills, ou alors de ses engagements. Donc là, on va avoir, dans le cadre de ces ateliers, à partir des situations de vie, des choses qui émergent.
Et par exemple, pour leur cas, il s'avère, alors c'est un peu facile parce que c'est visible pour Caroline et l'institution, c'est qu'il est délégué. Donc délégué CVS, donc délégué en conseil de vie sociale. Mais comment, voilà un bon exemple, comment on fait pour rendre visible un engagement comme celui-là, qui est pas neutre, hein. Je vais représenter les autres élèves dans un conseil de vie sociale dans lequel il y a d'autres adultes, des institutions qui sont présentes, je prends la parole, je prends des notes, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en valeur dans ce cadre-là, mais jusqu'à maintenant, ça passe, ça s'est invisibilisé. Donc là, on va utiliser du coup cette thématique-là. Il va y avoir plusieurs allers-retours. Je fais quoi quand je suis délégué? Donc ce fameux temps de travail réflexif qui va être mis à profit pendant ces ateliers talent badgé pour aboutir au final à la demande de badge. Donc voilà la version un peu papier, je vais la détailler un peu plus tout à l'heure. La version papier, il y a une bibliothèque de badge qui existe, on peut en créer de manière opportuniste, hein. Le badge délégué n'existe pas, et le dispositif s'organise pour le créer. On parlait tout à l'heure du Digipad avec une équipe de formateurs engagés là-dessus, on enclenche le processus. On a la possibilité de s'engager vers la version numérique, mais dans un premier temps, on reste sur la partie documentation. Et dans notre logique, en fait, le badge est attribué automatiquement. Donc ça, c'est quelque chose qui se discute, hein, la mode d'attribution du badge. Après renseignement de la demande de badge, comme leur cas a été accompagné par sa référente Caroline, on part du principe que finalement la validation elle a lieu à ce moment-là. On n'a pas besoin d'avoir un regard particulier qui est fait sur la demande d'attribution d'un badge. À partir du moment où elle est envoyée, cette demande de badge, le badge est acquis. Donc là, dans la partie papier, donc c'est un ensemble de documents qu'on va renseigner et qu'on va verser dans la pochette. Mais il existe effectivement donc la version numérique qui va pouvoir être visible sur le smartphone, puisque le badge peut être rendu visible à travers ce qu'on appelle un passeport de badge. Donc c'est gratuit, il y en a plusieurs, hein. Un en particulier qu'on utilise assez majoritairement dans le milieu, c'est Open Badge Passport, mais il y en a d'autres, et ça permet effectivement à leur cas, à partir du moment où ils passent sur la version numérique, de pouvoir rendre visibles ces badges, de les visualiser lui-même, de les gérer. Donc là, pochette à badge pour faire un focus sur... Oui, Pierre. Je vais profiter là. Est-ce que tu peux passer à la dernière slide là que tu viens de passer, parce que Thierry Bouet a posé une question à laquelle je pense on peut répondre à travers ce parcours. Donc il posait la question dans le chat, comment créer un open badge qui représente une vraie valeur afin de pouvoir l'utiliser dans un parcours professionnel. La valeur de ce badge, on peut la déterminer, vous me reprendrez si vous le souhaitez, on pourra la déterminer sur une valeur de terrain, une valeur réelle. C'est le fait que Caroline, éducatrice, travaille avec leur cas et reconnaît déjà ses qualités de mise en pratique sur le terrain. Que Caroline, éducatrice, elle travaille dans un organisme qui est reconnu sur son territoire. Et donc, quand Caroline, éducatrice, dit à travers un badge, de la même manière que quand elle le dit dans la vie réelle, dans la vie de tous les jours, que l'ORCA sait pratiquer les plats chauds, non, on la croit parce qu'elle est éducatrice, parce qu'elle est éducatrice dans un organisme qui est reconnu par tout le monde, et que tout le monde attend de l'ORCA qu'il sache pratiquer les plats chauds. Et qui d'autre que Caroline, l'éducatrice, pour pouvoir le dire. Et ce badge-là est attribué, comme le disait à l'instant Christophe Delamarre, directement à la demande à ce moment-là, parce que sur le terrain, on sait qu'en amont de cette reconnaissance, eh bien, il n'y a pas besoin d'avoir une preuve supplémentaire ou un élément supplémentaire pour pouvoir délivrer le badge. Il y a donc une phase en amont, on travaille d'une certaine manière, on crée le badge et il peut être délivré de telle ou telle manière. Ici, c'est une délivrance automatique. Et ensuite, en aval, à l'extérieur, eh bien, ce badge veut dire quelque chose qui existe déjà et qui est déjà reconnu. Donc, sa valeur, en fait, c'est pas tant le badge qu'il a fait, c'est le terrain et ce qui existe en termes de travail, de reconnaissance des personnes et des institutions qu'elle représente.
Tout à fait. Alors, si je peux compléter, effectivement, le badge existe. Là, dans ce cas de figure, c'était pas le cas, mais on pourrait imaginer que ce badge existe parce que maintenant il existe et il est disponible, donc il a une antériorité. Mais il a été de deuxième facteur en fait de valeur du badge. Il a été co-créé avec un ensemble de partenaires, donc notamment l'IME du Pré-la-Bataille à Rouen, qui a souhaité profiter de cette opportunité pour répondre à un besoin, un engagement qui était le leur, de rendre visible l'engagement des délégués de manière générale, pas seulement en conseil de vie sociale. Donc c'est pour ça qu'en fait, il a évolué. Au départ, c'était délégué en conseil de vie sociale. Après, on s'est dit, oui, mais ça, c'est spécifique au médico-social. Et nous, on ne veut pas mettre d'étiquette médico-sociale sur les badges. Vous allez voir, et vous avez peut-être vu, il n'y a pas de logo, de tampon IME. Ce badge, finalement, il a été souhaité généraliste, c'est-à-dire un jeune dans un collège ou dans un lycée peut demander ce badge, un travailleur dans une entreprise peut demander ce badge à partir du moment où il occupe une fonction de délégué. Donc c'est important parce que ça veut dire que pour leur cas, il va entrer dans la communauté des délégués. On parlait tout à l'heure de communauté de pratique. Il va entrer dans cette communauté. Donc c'est important de bien border les choses pour que la valeur, enfin pour que ce soit pas, comment dire, voilà, et qu'il ait réellement joué ce rôle-là. Donc il y a tout un travail préalable à faire. On peut y intégrer dans le formulaire de demande de badge, on peut intégrer des preuves si besoin. Donc par exemple des comptes rendus de réunion dans lesquels leur cas figure. Ça peut être aussi une vidéo, ça peut être pas mal de documents qui peuvent être versés à l'intérieur du badge de l'ORCA qui va personnaliser son badge, à la différence de d'autres types de badges de jeunes de collège, par exemple, qui vont pouvoir mettre d'autres documents. Mais l'idée, c'est de pouvoir malgré tout avoir, c'est pas toujours nécessaire, mais d'avoir la possibilité de rendre compte et de contextualiser sa propre pratique dans le cadre d'un badge qui est commun à tous, puisque tout le monde peut le demander. Cécile, tu as levé la main ? Oui, c'est pour compléter aussi. Enfin, vous avez bien mis en lumière le fait que la valeur, elle tient compte que c'est plus la démarche qui est importante que au final l'obtention de l'outil du badge. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est mise en valeur, à mon avis, dans cette présentation, c'est de se dire en fait le badge a de la valeur parce que on parle d'un écosystème, ça a été créé dans un écosystème et ça tombe pas comme ça sur un territoire. Et peut-être pour appuyer ce que vous êtes en train de dire et pour rééclaircir, parce que s'il y a des gens qui débutent dans les badges, c'est peut-être pas forcément clair. Du coup, cette petite image numérique qu'on va pouvoir délivrer, elle a aussi un titre, un texte, etc. Mais derrière, de façon très mécanique, on peut rajouter des choses. Hein. C'est ce que disait Christophe à l'instant. On peut rajouter des documents. C'est ce qu'on va appeler peut-être des preuves. Et en tout cas, ces preuves-là, cette documentation du badge, elle peut arriver au moment où on délivre le badge, mais après aussi tout au long de la vie du badge. Et donc ça sous-entend qu'un badge, il est vivant et qu'on va pouvoir continuer à l'alimenter. Et pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui donne, justement, si on parle de valeur de badge, c'est quelque chose qui différencie. Par exemple, moi j'ai un DESS en système d'information géographique. Et ça, il y a eu tout un protocole pour pouvoir savoir, pour me délivrer mon diplôme à ce moment-là. Et il avait beaucoup de valeur, certainement, au moment où je l'ai eu. Il n'empêche que maintenant, si vous me mettez devant un système de cartographie, je suis comme une poule qui, je sais plus ce que c'est l'expression, qui cherche un couteau, je sais pas quoi, mais bref, je serais bien embêtée, quoi. Voilà. Alors que si j'avais eu mon diplôme et que j'avais continué à l'alimenter, ou pas, on voit s'il a encore de la valeur. Une poule devant un couteau, merci Stéphanie. Du coup, on voit si je peux continuer à m'en servir. Donc, s'il y a quelqu'un qui, effectivement, a fait une démarche avec nous, qui nous a donné sa confiance, qui a reconnu quelque chose sur le terrain, sur le territoire, et qui, après, moi, je reprends un peu de pouvoir d'agir et je peux continuer à documenter mon badge pour montrer, même là où j'en suis, mais même ma progression, c'est ce qui donne de la valeur. Ça, c'est une première façon de faire. Et puis, la deuxième façon de faire, c'est que, mais peut-être que tu en parles un peu plus tard, Christophe, c'est sur tout ce qui va être endossement ou en tout cas recommandation. Oui. Donc,
Caroline, elle a donné du coup un peu son aval en disant moi je sais que Lorca il sait faire ça sur le terrain, mais Lorca pareil il peut continuer à reprendre du pouvoir et aller demander des marques de confiance à d'autres personnes quand il va faire des stages, quand il va même travailler, quand il va etc. Ça va pouvoir continuer à enrichir. Donc la valeur il faut la voir vraiment aussi comme quelque chose qui est variable parce que elle est peut-être là, c'est peut-être une petite graine au départ. Déjà parce qu'il y a la démarche et l'écosystème, mais en plus, c'est une graine qui va pouvoir continuer à se développer et à grandir par toute cette documentation, qu'elle soit sous la forme de documents, de films, d'attestations ou aussi d'autres reconnaissances qui s'ajoutent au badge. Donc, c'est un truc si on a pris l'image de l'agriculture, c'est parce qu'on est plusieurs à travailler là-dedans, etc., mais aussi parce qu'on a envie de dire que c'est vivant, qu'on a envie de le choyer et qu'il faut que ça se développe par la suite. Mmh. On peut très bien enfin imaginer qu'il y ait plusieurs badges, je ne sais pas ce qu'il en sera pour Christophe, et c'est peut-être hors sujet dans son propre, mais Lorca peut peut-être obtenir plusieurs badges autour d'un même sujet qui se complète pour obtenir ce qu'on appelle un méta-badge, c'est-à-dire qu'il a validé plusieurs actions qu'il sait faire autour des plats chauds. Hein, et qu'à la fin, bien, il devient le maître des plats chauds, ou en tout cas, il a un badge supplémentaire, et donc il a cette idée aussi de progression et de pouvoir aller vers voilà, un niveau différent de sa maîtrise des choses. Tout à fait. Je continue ? Oui, s'il te plaît, Christophe. Alors, la pochette à badge dont je vous parlais tout à l'heure, je vais passer assez rapidement. Si vous êtes intéressé, vous pourrez la récupérer. Tout ça, c'est en Creative Commons, donc vous avez la possibilité de le télécharger et de l'utiliser si vous avez des applications. Donc voilà, on a imaginé ça de façon très, très pratique, fait avec les jeunes, donc au découpage, pliage, intercalaire, des pastilles, des choses à coller qui permettent effectivement de rendre ça concret et d'avancer dans les différents éléments constitutifs du badge, mais de façon détaillée, concrète, papier. C'était une première approche, on va dire, du badge numérique. Donc, sur ces documents, sur ces différents documents, donc on va remplir à la main dans un premier temps, il y a l'idée de pouvoir basculer, je disais, sur la version numérique avec un QR code. Donc c'est, en fait, à partir du moment où on flash le QR code, on a accès au formulaire de demande de badge, mais on a déjà tous les éléments, puisqu'on a déjà tout saisi à la main. Et voilà, on fait la bascule, et là on passe sur un système, on va dire, moins contraignant, parce qu'on voit vite les limites du système. À partir du moment où on a plusieurs documents à mettre dedans, parce qu'on enrichit sa pratique, la pochette, elle va se trouver trop petite. Et puis au fur et à mesure qu'on va avoir des talents, des aptitudes, des savoir-faire qui vont être valorisés, révélés, reconnus, on va multiplier les pochettes. Et bien sûr, au bout d'un moment, c'est plus forcément tenable. Et puis présenter les pochettes à un futur employeur ou dans un centre de formation dans lequel on postule, c'est pas pratique non plus. Donc voilà, un petit focus aussi sur l'atelier Mes talents badgés. Donc on a essayé de faire un système de persona avec une histoire. Donc il y a des personnages qui sont impliqués dans un peu de storytelling, on va dire, pour s'approprier le concept de reconnaissance ouverte. L'idée, c'est de pas aller bille en tête sur la logique du badge. C'est pas forcément, le badge, c'est un outil. C'est pas forcément le plus important, même si ça paraît être le cas, parce que c'est une grosse clé d'entrée, on va dire, le badge. Mais la question de la reconnaissance est bien plus centrale. C'est à ce service-là que sont les badges. Donc, on a imaginé des histoires pour que Lorca puisse aller en fait, de personnage en personnage. Donc, on a Anna, par exemple. Vous voyez peut-être pas forcément, mais vous pourrez avoir accès à tout ça aussi. Bénévole au Resto du Cœur. Donc, Charles, lui, il est tuteur de stage. Donc, lui, il travaille dans un restaurant. On a Benjamin, qui est éducateur, restaurateur à Imé, on l'a vu tout à l'heure. Il y a Nathan, qui est un ami. Puis, il y a Marie, la grand-mère. Chacun va pouvoir apporter son niveau de reconnaissance sur ce que souhaite faire reconnaître Lorca. Et donc, on a travaillé avec les jeunes dans les ateliers talents badgés pour savoir, est-ce qu'il y a des... comment on peut, sur un curseur, sur une jauge, comment on peut placer la reconnaissance en fonction de est-ce qu'elle me fait du bien? Est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que ça travaille sur ma confiance en
la confiance en soi et l'estime de soi, ou est-ce que c'est plutôt des arguments professionnels, quelque chose qui va pouvoir être utilisé de façon directement impliquée dans ma recherche d'emploi, pour bien mesurer les effets que peut avoir la reconnaissance et les différentes natures de reconnaissance, on va dire. Là, on avait tout à l'heure la partie vie sociale. Là, on est autour du projet, même système. Donc, je vais passer assez vite. Là, on est sur la sécurité et l'hygiène au travail. Premier axe central pour pouvoir travailler dans beaucoup de domaines, hein, de l'industrie, des services, là, dans la restauration, c'est d'être capable de montrer qu'on est OK sur les questions de sécurité et d'hygiène. Il y a un badge là-dessus. Avec Charles, référent cuisinier, on va travailler sur ce badge-là, idem, hein, itération, on va travailler sur la demande de badge, donc il y a un badge particulier qui est créé là-dessus, et hop, le système se met en place, on a une nouvelle pochette, et ainsi de suite. Donc ça, pour vous dire, les différents badges qui ont été créés avec les éducateurs, je vais passer assez vite, hein, ça a été fait en collaboration, en détaillant chaque élément constitutif du badge sur un support asynchrone. Ça permettait en fait de se dire, tiens, on a envie d'un badge, ce badge-là, il émerge, il y a un besoin, on le pose et on laisse du temps aux différents acteurs, donc éducateurs ou jeunes, d'aller compléter les différents items, de pouvoir discuter, faire des commentaires pour finalement acter et dire voilà à quoi ressemble le badge au final. Donc on aura tous les éléments pour le créer sur une plateforme qui est conçue pour ça, parce qu'il y a des outils numériques qui permettent de concevoir les badges. Alors, on va peut-être pas rentrer dans ce détail-là aujourd'hui, mais en tout cas techniquement, voilà, il faut pouvoir travailler sur ce genre de documents. Donc voilà les commentaires. On a créé des tutoriels, hein, évidemment, pour que les éducateurs puissent être autonomes, que les jeunes également puissent être autonomes, donc pouvoir faire référence à ces tutoriels. Il y en a beaucoup, hein. Là on en a créé des spécifiques pour pouvoir utiliser par exemple, demander à recevoir un badge sur le smartphone. Donc ça aussi vous pourrez y avoir accès. Et puis donc pour voir un peu la partie, on va dire, parcours de leur cas, on va imaginer un ensemble de badges qui vont venir se succéder. Donc avec Anna dans le domaine de l'engagement social, d'engagement bénévole, puisqu'il est bénévole au Resto du Cœur, là il a fait une demande de badge sur ce genre de choses. Il fait du service par exemple. Il est tuteur d'accueil également. Il a des projets collectifs auxquels il contribue. Il a travaillé, on a vu tout à l'heure, sur les entrées chaudes. Donc là, il y a plusieurs badges qui vont s'associer. Certains vont pouvoir se regrouper et donner lieu à ce qu'on appelle un méta-badge, donc un badge dans lequel sont inclus des badges intermédiaires. Donc tout ça, c'est des aménagements qu'on peut faire quand on crée un dispositif de badge. Et l'idée, voilà, c'est de rendre visibles les appétences, le parcours, les engagements, les acquis, pas seulement les compétences. On ne se limite pas sur cet axe-là, même si on se rend compte que beaucoup de projets sont très centrés autour des micro-certificats et que ces certificats se focalisent autour des compétences. Il y a bien d'autres choses à valoriser, à rendre visibles grâce au badge qui participent à l'émancipation au-delà de la question de la compétence. Donc là, documentation des badges en continu, on l'a dit tout à l'heure, hein, Cécile l'a dit, un badge, ça commence, moi je le dis souvent, en fait, quand on acquiert un badge, c'est le début de l'aventure. En réalité, pour beaucoup, on pense que ça y est, c'est acquis comme un diplôme, j'ai le badge et je peux maintenant passer à autre chose. En réalité, l'acquisition du badge veut dire une responsabilité dans sa vie, dans sa documentation, mais également dans ce qu'on appelle les endossements, ou aujourd'hui plutôt les recommandations. C'est-à-dire, on va demander en fait à des personnes qui sont des tiers de confiance de commenter notre pratique. Donc là, en l'occurrence, pour leur cas, il a demandé en fait à son tuteur de stage à la cuisine centrale de Gravigny de faire un témoignage. Chose classique, hein, puisque il a fait un stage dans le cadre de l'IME, il y a des suivis de stage, hein, il y a des commentaires qui sont faits. On demande simplement à Benjamin de le mettre sur la badge plutôt que de le mettre sur un format papier. Donc ce commentaire va s'encapsuler dans le badge et devient visible pour tous ceux qui vont ouvrir le badge par la suite, futurs employeurs, etc., conseillers France Travail, mission locale, ils vont pouvoir avoir accès à la recommandation de Benjamin. Donc on voit bien la puissance que ça peut avoir en termes de valeur et l'évolution possible de ce système.
Donc voilà, passage progressif vers le numérique. Donc ça, je l'ai dit, documentation plus complète du badge, forcément. Accès à un service web de gestion de badge. Et puis aussi également création de pages dédiées, une sorte de portfolio. Ça, c'est des services qui sont rendus par la plateforme Open Badge Passport. Donc on peut faire des fiches projets. Et ces fiches-là, on peut les rendre visibles spécifiquement. Ces documents dans lesquels il va y avoir une agrégation de badges. Donc ça fait un mini portfolio qui peut être rendu visible à côté du CV. Et puis on a d'autres systèmes qu'on a mis en place d'endossement par l'intermédiaire de tiers de confiance. Donc par exemple, Charles Durand, qui est éducateur en restauration à l'IME de Beauménil, il prend la recommandation de Benjamin, chef cuisinier à la cuisine centrale, et c'est lui qui va rendre compte de la recommandation de Benjamin. Pourquoi ? Parce qu'on a eu souvent des systèmes de blocage par les tuteurs qui se trouvaient un peu freinés par la nécessité de rentrer dans une logique numérique et qui disaient non, mais moi je veux bien le dire à voix haute ou l'écrire. Dans le bâtiment, par exemple, on a eu plusieurs blocages comme ça. Et on s'est dit, c'est pas grave, si vous êtes OK, si ce qu'on vient de dire là, c'est OK pour vous, pour qu'on le communique, moi je vais le faire à mon compte, mais en signature, je noterai que c'est vous qui avez tenu ces propos. Donc voilà, on peut imaginer ces systèmes-là qui permettent de simplifier le système de recommandation, d'endossement, qui est un système vraiment puissant. Donc c'est dommage ça serait dommage de le bloquer. Donc voilà le document qu'on peut imaginer, qu'on a imaginé, c'était une sorte de CV simplifié, on va dire, qui met en évidence les badges. Les badges sont cliquables. C'est un CV en PDF. Donc quand on a créé le CV, on a collé les images et des liens hypertextes, des URL sur chaque image. Donc on indique qu'on peut cliquer sur les images. Depuis que j'ai fait ce diaporama, en fait, on l'a fait évoluer, on a ajouté des QR codes à côté de chaque badge en se disant si les jeunes viennent avec le CV papier lors d'un job dating par exemple, ils s'organisaient les duodés dans le cadre du médico-social, s'ils viennent avec un CV papier, il faut qu'on puisse flasher chaque badge, mais on peut également flasher le portfolio de badge puisqu'il y a un QR code également en bas du document. Donc là, voilà à quoi ressemble un badge à partir du moment où on clique dessus. Donc on a l'émetteur du badge, là c'est Open Badge Hero, OBHero. On a la date d'émission du badge, le bénéficiaire du badge, l'ORCA, la description du badge et les critères. Qu'est-ce que l'ORCA a dû faire pour obtenir ce badge, qu'est-ce qu'il a dû savoir faire et comment il a dû s'y prendre pour faire la demande, est-ce que c'est acquis automatiquement, etc. On a la preuve initiale qui a été posée parce que c'était une demande dans le formulaire, mais il peut ne pas y en avoir. Donc elle est encapsulée, elle est cuite dans le badge, c'est un peu le terme qu'on utilise. Et puis on peut également géolocaliser son badge, donc pour se dire c'est là où je me situe. Et et au niveau des endossements, preuves et endossements, donc on peut voir visible les endossements qui ont été posés sur les badges. Donc Charles ou les Restos du Cœur qui posent des endossements et ainsi de suite, ça s'agrège. Ça donne la possibilité de les rendre visibles tout de suite. Et puis le QR code qui est là permet effectivement, en le flashant, d'avoir accès on va dire la page projet sur la restauration qu'a créé l'ORCA avec les éducateurs. Donc il y a besoin de facilitation, besoin d'accompagnement, besoin de médiation dans ces expériences-là, évidemment. Donc il y a une question. Plein de questions même. J'aimerais juste Thierry qui a posé une question dans le chat qui demande quels sont les organismes certificateurs des Open Badge. Alors je ne sais pas si c'est une question qui était générale ou bien particulière. Thierry ? Oui, simplement, en France, on aime bien normer beaucoup et je sais que pour les Jeux Olympiques, ça a été le parcours du combattant de définir un badge, un Open Badge, et qu'ils ont dû s'adresser. Alors, je connais pas les détails, j'étais en train de rechercher la conversation que j'avais eue avec le papa Open Badge de Paris 2024, mais j'ai pas retrouvé. Gianluca.
Ouais, Gianluca, ouais, mais j'ai échangé avec lui. Mais je sais que ça n'a pas été si simple parce qu'en fait, effectivement, pour rejoindre la question de la valeur, bon, vous aviez bien répondu, hein. Puis moi, je trouve ça génial. C'est un CV 3.0 là de mise en place pour ceux qui sont allergiques à rédiger les CV. C'est quand même une manière géniale. Mais derrière, je pense que les organismes qui délivrent doit être contraint par la législation ou je sais pas quoi du travail, je sais trop rien, de certifier ce qu'ils font. Et peut-être que là, il y a des difficultés, c'est le sens de ma question. Alors, pour répondre à votre question, sachez que juste après les Jeux Olympiques, il y a eu la conférence internationale EPIC à Paris, qui a produit un livre blanc de la reconnaissance ouverte et donc du badge numérique. Ce livre blanc a été signé par la Caisse des dépôts et consignations, le ministère du Travail, qui avait travaillé donc tous les deux sur les badges des Jeux Olympiques de Paris, hein. À savoir rapidement, la création de ces badges pour les Jeux Olympiques de Paris n'a pu être fait qu'en travaillant avec les institutions, et donc il y a eu par la suite une reconnaissance de l'Open Badge comme étant un outil, on va dire reconnu, hein, voilà, on va faire une tautologie, un outil reconnu par les institutions, et ce livre blanc de la reconnaissance ouverte, en étant signé par nombre d'institutions, fait que l'outil Open Badge est lui-même donc reconnu. Et il y a une reconnaissance de la Caisse des dépôts et consignations à travers Rome 4.0 qui est faite aujourd'hui. Alors je ne connais pas exactement les détails, mais le fait est que l'Open Badge aujourd'hui, il y a un regard institutionnel qui est fait, qui est existant. Donc ça peut répondre peut-être en partie à la question. Pour la deuxième question sur légalement l'organisme qui badge par rapport au droit du travail, en l'occurrence, l'Open Badge est un outil ouvert. On reconnaît une pratique au présent. Et donc, on n'a pas ici de nécessité à avoir en tout cas une contrainte légale à pouvoir badger ou à pouvoir badger sur ceci ou bien cela. Si quelqu'un a une réponse plus précise, qu'il la donne. Moi, je veux bien compléter. Merci Pierre, du coup, pour cet apport technique. Et j'ai mis, du coup, dans le chat 2 liens. Un pour faire le lien entre CV et Open Badge, et puis le fameux livre blanc dont tu parles. Alors, je ne sais pas si c'est la toute dernière version, mais voilà, parce que c'est aussi des choses qui sont revues régulièrement. Donc Pierre, il est intervenu avec les réponses, j'ai envie de dire, qui sont nécessaires et institutionnelles, parce que quand on vous parlait des champs de bataille de l'association Reconnaître, c'est aussi ça, c'est aller porter la bonne parole pour, par exemple, tout ce qui va être reconnaissance des badges pour sur les plateformes, comme pour que les jeunes puissent choisir. Aidez-moi, moi j'ai pas d'adolescents qui remplissent ça là après leur bac. Comment ça s'appelle la plateforme qui fait des nœuds au Parcoursup, ouais. Voilà. Ça soit pour la validation des acquis aussi, pour que les badges puissent être reconnus comme ça. Donc il y a un travail, j'ai envie de dire, de lobbying au niveau national à faire. Et puis il y a aussi une autre voie pour moi qui est intéressante, c'est oui, c'est vrai, on a beaucoup l'habitude d'avoir quelque chose avec des certificats très descendants, et c'est de dire on change de posture, on va commencer à changer de façon de voir les choses, et parce que là on a parlé que de structures qui donnent des badges, mais il y a aussi des badges qui sont donnés par les personnes elles-mêmes, c'est-à-dire qu'on peut se faire des selfie badges, des auto-badges, et là c'est dans l'idée encore une fois de reprendre du pouvoir d'agir et de dire, au lieu d'attendre que quelqu'un me donne de la reconnaissance, peut-être que moi, je peux dire c'est important pour moi, je fais ça, je pratique telle chose, et de le rendre visible. Et puis après, la reconnaissance, elle va venir un peu en maillage autour, parce que dans notre vie, on va rencontrer des gens qui disent c'est vrai, et qui vont venir comme ça enrichir encore une fois le badge. Donc là, c'est vraiment voir un peu une démarche à contresens. On n'est plus dans j'attends que quelqu'un et qu'une institution se réunissent, mettent un cahier des charges en place, une grille d'évaluation descendante, et qu'à la fin, je puisse bénéficier de ça. Mais au contraire,
je suis proactive dans ma démarche de reconnaissance. Et encore une fois, là, c'est la démarche qui va être intéressante. Je suis entièrement. Si je peux compléter, merci pour la réponse. Je suis entièrement d'accord avec la démarche. C'est qu'en fait, moi, je sais qu'on est dans un État qui aime bien tout légiférer. Effectivement, on peut pas faire n'importe quoi avec les badges numériques. Mais j'abonde dans le sens qu'effectivement, faut pouvoir s'approprier cette possibilité de se créer son propre CV 3.0 parce que je trouve ça vraiment, mais c'est génial comme approche. Maintenant, le risque, c'est que si chacun crée son badge, j'ai peur qu'après on dévalorise l'open badge parce qu'en fait, on va avoir prolifération de bonnes badges. Et donc c'est aussi un risque. C'est-à-dire, pour toute innovation comme ça, il faut bien regarder quels sont les avantages et les inconvénients. Et je pense qu'il faut se poser aussi la question en ces termes-là. Donc peut-être que là, il y a peut-être des réponses à apporter ou par rapport à vos expériences. Parce que concrètement, enfin, si je ne voudrais pas prendre pour la parole longtemps, mais moi, ce que j'observe, c'est les gens qui ont obtenu un open badge pour les JOP. Bon, c'est parce qu'ils ont travaillé 10 jours. Hein, c'est pas un engagement de 15 ans de travail. Donc, bon, c'est très bien pour eux. Mais concrètement, si on cherche, et je serais intéressé pour le savoir, est-ce que les personnes qui ont... on va parler des jeunes, parce que moi, je l'ai eu, mais ça ne me sert pas à grand-chose. Hein. Je suis plus en recherche de travail, c'est fini. Pour les jeunes qui sont en recherche de travail, j'aimerais savoir le pourcentage de ceux qui ont pu le mettre en avant et est-ce que ça leur a permis de trouver un boulot ? Alors, pour travailler en... Je vais bien réagir et après je laisserai la parole à Pierre et Christophe. Non, mais il y a plusieurs choses. Ce que je voulais dire, c'était que, à mon avis, il faut mener les deux de front, et une reconnaissance institutionnelle et changer un petit peu les états d'esprit et avancer aussi sur la prise de pouvoir sur la reconnaissance. Ça, c'est la première chose. Je vois des questions dans le chat aussi. Il y a des gens qui demandent est-ce qu'il y a une reconnaissance des entreprises, et il y avait la question de plus on multiplie de badges, est-ce que ça va faire perdre de la valeur au badge ? Moi, là-dessus, j'ai vraiment une posture en disant, en fait, ce principe-là de se dire que plus il y en a, moins il y a de valeur, c'est un peu je tombe peut-être dans une caricature, mais c'est un peu une économie du marché. Et c'est de calquer, du coup, tout ça au marché, c'est-à-dire que les choses ont de la valeur que quand elles sont rares. Et moi, j'ai envie de encore une fois faire un pas de côté et de me dire il est grand temps qu'on sorte de ce paradigme-là. Et par exemple, si on prend la biodiversité, dans notre cas actuellement, c'est plus il y a de biodiversité, plus ça a de la valeur. On voit bien que c'est le contraire. Enfin, s'il y a moins d'espèces, notre écosystème va s'effondrer. Donc, je ne crois pas au fait que plus il y a de badges, moins ils auront de valeur. Peut-être que plus ça peut être un message qui va être flou, brouillé, qu'on aura besoin de moteurs de recherche pour ça. Mais on voit bien que, par exemple, si on prend Internet est toujours aussi important dans nos vies actuellement. Et pourtant, il y a plein de pages qui disent la même chose. L'intérêt, c'est de bien savoir les chercher et d'être d'accord avec ce que dit la page. Mais je trouve que c'est hyper important qu'il y ait plein de pages Internet qui traitent du même sujet. Elles sont toutes un peu différentes. Et pour moi, le badge, c'est qu'il s'adapte pile poil aussi à nos facettes. Et si j'ai juste alors si je reprends l'exemple du plat chaud, peut-être que il se décliner plus précisément ou différemment en fonction de nos latitudes, en fonction de est-ce que c'est juste n'importe quoi que fait sur une plaque à induction ou dans un four. Enfin voilà, il y a peut-être plein de facettes à décliner et c'est pas grave s'il y a une multitude de badges pour moi. Mais je suis prête à échanger là-dessus. Et juste pour revenir sur, je laisserai mes collègues compléter sur la reconnaissance des employeurs. Pour les, j'ai envie de dire, petits employeurs, enfin, on voit bien qu'il y a de plus en plus d'employeurs qui recherchent pas des diplômes, parce qu'il y a plein de gens qui se proposent à diplôme égal, et en tout cas qui vont venir chercher plutôt des petites compétences transversales, et que ça, c'est pas rendu visible si facilement que ça
dans les diplômes, mais que les badges, ils peuvent servir à ça. Et qu'il y a beaucoup d'employeurs qui sont friands de ça, et je suis sûre que Picard pourra rebondir dessus. Mais ça marche aussi dans les grands groupes. Moi, j'ai fait, j'ai assisté à une conférence, à une table ronde avec des responsables RH de L'Oréal qui disaient, mais nous, des CV, on en reçoit des tonnes et des tonnes par jour. Et par contre, le badge, il va pas servir à sélectionner les gens. Mais une fois qu'on aura fait notre petite shortlist de 10 personnes, là, ça va venir démarquer aussi des gens parce que, justement, il y a le côté vivant du badge et que ça va pouvoir être le plus et l'effet démarquant. Donc oui, donc c'est pour ça que là je reprends rapide. Mission locale ouest-audois, on a un pôle entreprise, on est à 80 à travailler sur cette mission locale et le pôle entreprise est très actif. On a 200 entreprises signataires d'une charte, 200 entreprises actives sur le territoire signataires d'une charte Je m'engage pour la jeunesse, un pôle, un cercle RH avec lequel on travaille uniquement de questions RH, de management, donc on parle leur langage. Des entreprises, on a fait un sondage auprès d'elles. 88% des entreprises qui ont répondu à ce sondage sont prêtes à engager quelqu'un qui n'a pas de diplôme et qui a juste des savoir-être. 76% d'entre elles sont axées sur les savoir-être quand elles recrutent. Et vu qu'elles lisent des CV en 7 à 10 secondes max, quand un badge est bien fait, bien lisible et bien au bon endroit, toutes nous répondent « Oui, ça accroche ma lecture, je comprends, je vais sélectionner ce CV plutôt que tel autre, parce que dans tel autre, j'ai des mots, et puis là, il y a quelque chose qui accroche mon intérêt. » Donc ce badge-là, ce badge qui est bien fait, qui a été bien pensé, qui a été bien conçu et qui est mis au bon endroit, oui, il est reconnu par l'entreprise. Mais bien sûr, en amont, il faut bien avoir fait les choses dans cette direction-là. Et toutes les entreprises en veulent. Elles veulent quoi? Elles veulent du terrain. Elles veulent des reconnaissances du terrain de ce qui a été réalisé et de la personne, comment elle est. Eh bien, du terrain, on en donne avec les badges. C'est exactement ce qu'on donne par rapport au diplôme, qui est bien, qui est ma légitimité, mais qui est peut-être passé, comme le disait Cécile tout à l'heure, et qui passe parfois même de plus en plus vite aujourd'hui, alors que le terrain, lui, c'est la reconnaissance des pairs et c'est la réalité, quoi. Il y a Gilles qui a demandé la parole et je demande juste à Christophe, est-ce que je peux partager tout le drive où il y a toutes les ressources sur OBHero? Oui. Ok, parfait. Ouais. Alors je vous mets le lien, parce qu'il y avait plein de gens qui disaient moi je suis intéressé par la pochette, donc je vous mets tout le dossier. En fait, attends, parce que j'ai pas fini encore, il reste encore 2 slides, okay. 2-3 slides, et il y a le QR code pour flasher un kit. On a mis en place un kit, mais il me reste encore les 5 minutes à peine. Eh ben, est-ce que du coup il y avait une question de Gilles? Est-ce que Gilles, c'est pour réagir ou est-ce que tu attends la fin de la présentation? Non, juste une petite réflexion, c'est que dans la discussion là, on voit un organisme qui attribue des badges, mais on oublie en chemin que en fait c'est la plateforme Open Badge Passport permet à tout à chacun de se créer son propre badge, voire de s'en créer plusieurs. Et donc du coup, si on devait dire si on devait questionner la multitude, ça sous-entendrait que certains auraient le droit d'utiliser ça et pas d'autres. Et ça me pose des questions. Puisque forcément, si plus ça se généralise, on va dire, il y a l'acculturation des uns et des autres, mais également tous les habitants, en gros, ça sous-entendrait qu'on va tous pouvoir créer des badges, on pourrait tous créer des badges. Du coup, là, on se retrouve avec la multitude, ça n'aurait plus de valeur, mais pour autant, pour les personnes elles-mêmes, ça prend de la valeur puisqu'elles vont pouvoir l'utiliser. C'est une réflexion. Hein, voilà. Tout à fait. C'est ce que Cécile disait tout à l'heure quand elle parlait de selfie badge. Effectivement, il y a des plateformes qui permettent de créer son propre badge parce qu'il y a pas de référence existante pour ce genre de compétences. On est en plus aujourd'hui sur de plus en plus de métiers émergents pour lesquels il n'y a pas de référence. Et même s'il y en avait, en fait, la semaine qui suit, elle serait potentiellement obsolète. Donc là, aujourd'hui, pouvoir documenter une pratique à travers un badge, même si c'est un selfie badge, ça a de la valeur, clairement, et à nous de le montrer.
dans les différents projets qu'on peut mener, de montrer à quel point ça n'est pas que cette question de l'ouverture de la reconnaissance, c'est un cheval de bataille en soi. C'est une aventure en tant que telle, et c'est l'essentiel en réalité. On parle des badges, évidemment, c'est le focus, mais là on renverse un peu la table sur les questions d'organisation de la reconnaissance, et voilà. Donc juste, je vais avancer un peu pour que vous puissiez avoir accès également à la fin de la présentation. On a travaillé pour pouvoir rendre ça accessible à tous. Pendant ces 2 ans d'expérimentation, on a travaillé sur un réseau social interne qu'on appelle le Hub. On vous en a parlé, Cécile, tout à l'heure. Si à un moment vous avez l'idée de créer un projet dans le cadre des badges, il y a tout à fait la possibilité de créer une instance qui vous permet de vous regrouper entre porteurs de projets, et de pouvoir le faire vivre à travers cet outil-là. Donc c'est ce qu'on a fait. On a créé effectivement dans le cadre de l'espace proposé par Reconnaître une instance, ou plutôt à travers l'instance, on a créé un espace OBHero. Donc il y en a comme ça d'autres qui existent et uniquement accessibles aux porteurs du projet, aux membres du projet. Donc voilà, l'ensemble des partenaires présents, ceux qui effectivement sont à un moment ou un autre ont été impliqués dans la création de l'écosystème d'acteurs qui avec comme objectif soit d'essaimer, soit donc de reprendre pour eux l'expérimentation, puisqu'encore une fois il s'agissait d'une expérimentation. C'est le principe de l'appel à projet en 19 de l'AGFIP, c'est on expérimente et ensuite on ouvre à l'essaimage. Donc on a créé un outil qui a permis cet essaimage. Donc je vais vous le montrer après. Mais l'idée c'est qu'effectivement toutes ces structures peuvent être à un moment ou un autre à même de se dire nous ça nous intéresse, on va le développer en interne, ou on va s'organiser en consortium pour monter un projet collectif. C'était un peu l'objectif de ce projet. Donc vous voyez, vous trouvez Reconnaître, vous trouvez Badgeons la Normandie, et puis le CIBC qui était partenaire. Les chantiers en cours, ou en tout cas ceux qui étaient en cours au moment de la fin du projet, mais qui peuvent toujours être d'actualité aujourd'hui, c'est embarquer les entreprises dans l'aventure. Donc on parlait d'entreprises tout à l'heure, à tous les niveaux. On a par exemple eu un cas particulier d'un jeune qui était à Carrefour City, sur un Carrefour City dans une commune autour de l'IME, et on a créé un badge, ma pratique d'employé libre service, parce qu'il y avait besoin à ce moment-là de montrer ce que Johan faisait, un jeune avec un trouble autistique qui était déjà en stage dans l'entreprise et que l'entreprise voulait embaucher. Mais il y avait un ensemble d'éléments qu'on devait créer pour le processus, et l'idée ça a été de créer le badge pour valoriser sa pratique. Évidemment, quand on a créé ce badge, il était valable pour Johan, mais maintenant il est valable pour tous ceux qui ont, et ça a été le cas, parce que des personnes l'ont demandé indépendamment du projet, ont demandé ce badge libre service et ont pu verser des éléments représentatifs de leur pratique d'employé, puisqu'en fait, ça c'est un point important, je l'ai dit mais je le répète, l'idée qui a été centrale dans notre démarche, c'est de créer des badges ouverts, c'est-à-dire des badges qui peuvent être demandés par tout un chacun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous allez sur la plateforme d'accès au badge qui s'appelle Open Badge Passport, vous avez accès au badge OBHero vous-même en tant qu'individu, et vous pouvez les demander, et à vous maintenant de justifier le fait de les avoir demandés par des éléments de preuve ou des recommandations que vous allez y associer. Donc il y a des gens effectivement qui aujourd'hui ont le badge employé libre service parce qu'ils ont estimé que c'était juste pour eux de le revendiquer, et qu'ils le montrent aujourd'hui comme un élément constitutif de leur trajectoire personnelle et s'en servent pour des recherches d'emploi. La démarche Open Badge elle-même, l'idée ça a été de travailler aussi sur la cartographie physique de la bibliothèque de badge. On avait une cartographie on va dire numérique, mais l'idée c'est de pouvoir rendre ça concret, et c'était une bonne idée, je trouve, de pouvoir organiser sur un panneau l'arborescence des badges et de constituer des chemins avec des fils, et pouvoir ajouter comme ça des post-it et des punaises, et de faire des chemins, de montrer les chemins possibles entre les badges. Ça permet de rendre ça dynamique et accessible aux jeunes. Donc proposer des différents supports. Et puis on a travaillé sur un kit d'essaimage
Donc là, ce kit, c'est celui-là. Donc il est également en Creative Commons. Vous pouvez vous l'approprier. L'idée, c'est de pouvoir tirer des leçons, on va dire, de l'expérience qu'on a menée, en évitant d'essuyer les mêmes plâtres que nous, on va dire, puisqu'on explique dans ce guide par où on est passé, ce qu'on a utilisé comme support, comme moyen, comme outil, ce qui s'est révélé essentiel à nos yeux. Si on ne fait pas ça, il y a de gros risques pour que le projet échoue. On n'a évidemment pas la science infuse et il y a peut-être d'autres voies. En tout cas, celle que nous, on a estimée pertinente, c'est celle qu'on a posée dans ce document. Donc, c'est un document pratico-pratique, hein, c'est un guide d'essaimage. Donc n'hésitez pas, il y a des documents là-dessus, ce que disait Cécile tout à l'heure. Donc la pochette à badge, cette présentation, alors pas tout à fait la même, hein, puisqu'elle date de 2023, et puis tout un tas d'autres documents qui peuvent vous être utiles sont versés dans ce kit. Il fait référence parfois à des documents qui sont en annexe ou parfois à des documents qui sont sur un drive. Donc le drive est ouvert, il est conçu pour ça. Donc vous pouvez piocher dans les documents qui sont proposés. Voilà. J'ai créé un portfolio, si vous voulez qu'on discute ensemble sur d'autres projets que j'ai pu mener, parce que là, on n'a parlé que de celui au BRO dans le cadre du médico-social, mais il y en a d'autres. Je suis par exemple à l'Abège. En ce moment, je travaille avec la PJJ de ce secteur de Toulouse. Ariège, Haute-Pyrénées et je sais plus l'autre département et puis d'autres projets également dans le domaine du médico-social, vous en parlez tout à l'heure avec Besançon. Donc n'hésitez pas à scanner ce document et puis à m'interpeller. Voilà. 11h24, est-ce que nous avons le temps de faire de la badgeoculture ? Qui répond à ça ? Si c'est à moi que ça s'adresse. À tous les deux. Non, donc je vous l'avais présenté au tout début du webinaire. L'idée, c'était de faire une première partie où Christophe nous parlait d'un projet concret, et puis après de faire un petit accélérateur de projet sur un cas pratique. C'est un peu en fonction des demandes et des envies. Ça va être très très court si on fait un accélérateur, mais c'est encore possible. Mais on peut aussi laisser de la place justement aux questions pour Christophe ou à vos questions. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a aussi une grande diversité dans le public, de gens qui découvrent encore les badges et d'autres qui sont déjà en train de pratiquer. Ça peut être aussi cette dernière demi-heure de faire 2 salles avec une équipe qui a besoin d'éclaircissement technique ou de points, et puis une équipe qui a envie d'aller un petit peu plus loin. Ce webinaire est le vôtre et le nôtre. Donc, Alors Gaëlle Bertrand est en train d'écrire, ça veut dire qu'elle veut dire quelque chose qui pourra peut-être amorcer la suite. Je peux le dire oralement, en fait, ça ira peut-être plus vite. Ah, super, merci. Non, je disais que je voulais vous remercier pour la visio, parce que c'était moi qui suis vraiment débutante là-dedans, ça m'a permis de mieux comprendre un peu le cheminement. Et donc, moi, je vais regarder le webinaire qui était sur l'inclusion numérique, parce que nous, c'est vraiment notre domaine de métier. Je pense que ça m'aidera encore plus. Et voilà. Mais par contre, moi, je dois malheureusement partir, donc je pourrais pas faire partie des sous-groupes par la suite. Mais en tout cas, voilà, je voulais juste vous remercier pour cette visio qui a été très pertinente, en tout cas pour moi. Avec plaisir. Avec plaisir, et n'hésite pas, Gaëlle, si tu veux qu'on rééchange sur l'inclusion numérique, parce qu'on avait pas mal réfléchi avec Bordeaux. Avant que super, vous merci juste, beaucoup. Gaëlle, je vous mets le lien à nouveau de Radio Badge, parce qu'à l'intérieur, vous pourrez trouver des expérimentations, des interviews, des sujets qui sont abordés, de manière assez facile, soit en écoutant, soit en allant sur les podcasts. Vous allez voir qu'on parle à la fois de management, de badge, de fonds de badge et beaucoup d'autres choses comme ça. Voilà, c'est assez... ça peut être tout à fait utile. Au revoir Gaëlle, à bientôt j'espère. Super, merci beaucoup, bonne journée à tous. Bonne journée. À bientôt. 2 équipes, oui, nous propose Perrine, certes, oui. Alors quel type d'équipe? Des équipes sur des questions, des équipes sur de l'action? Cécile, je fais appel à toi, le pilier de ce collectif. Ça dépend des envies et des besoins des gens. Je ne vois plus. Moi, je veux bien répondre sur les questions. Si en plus il y a des questions qui peuvent porter sur d'autres projets, je veux bien faire partie d'un groupe sur de l'expérience, on va dire,
Voilà, si l'idée c'est ce que tu disais, Cécile, d'avoir 2 groupes, un sur questions-réponses et puis un autre sur comment on fait un badge, enfin c'est quoi le contenu d'un badge, et que toi, Cécile, tu peux peut-être suivre. Voilà, moi en tout cas, voilà, je vous propose ça ou l'inverse, comme vous voulez. Alors juste, il y a une question qui pourra intéresser tout le monde à mon avis, c'est très très pratique. Combien de temps pour mettre en place cette dynamique? Tout dépend le temps qu'on y met. Ça dépend du terrain, ça dépend des personnes, ça dépend des réflexions qui ont été faites avant, ça dépend de tellement de choses. C'est bien ça? Enfin, moi, je peux dire juste que c'est une démarche qui s'inscrit dans le temps, de longue haleine. On peut pas, faire des badges techniquement, c'est très rapide, mais vraiment réfléchir au dispositif, embarquer des gens, etc. C'est quelque chose qui doit prendre du temps, et c'est tant mieux. En fait, c'est presque gage de qualité si on y met du temps. Et je dirais que comme Stéphanie, en enchaînant par rapport au temps, mais aussi aux enjeux, quel enjeu pour une organisation régionale, nationale, tout ça est inclus, c'est-à-dire que votre enjeu dépendra certainement de votre terrain régional, terrain local, terrain municipal, terrain national, et le temps que vous allez y passer dépendra aussi de votre écosystème à vous, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de partenaires, vous avez beaucoup d'écosystèmes, vous avez beaucoup d'expérience, vous allez pouvoir en tirer peut-être des badges en les réfléchissant assez rapidement, et peut-être moins, et à ce moment-là, ça prendra peut-être plus de temps. Oui, Cécile. Peut-être juste comme première étape, comme premier pas, ce que je vois, c'est de se dire c'est super si on a envie de monter un écosystème, c'est super si on a envie que son organisme se mette à faire des badges, etc. Mais la première étape, c'est de se faire des badges pour soi, en interne, pour son équipe, enfin, en tout cas, d'éprouver ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut en faire, et de manipuler ça. Moi, ça me semble hyper important et intéressant pour plutôt justement qu'on ne vienne pas avec des organismes qui soient badgers pour des badgers, mais qu'on puisse manipuler tout ça, cet outil tous ensemble. Je vois que Christophe hoche la tête, mais peut-être que tu veux compléter. C'est pas toujours évident, mais la plupart des projets qui mêlent, qui sont dans une logique de co-conception avec les bénéficiaires, en tirent beaucoup plus de bénéfices qu'un système descendant. Ça paraît évident à dire comme ça, mais dans les faits, du fait des organisations des différentes structures, c'est pas toujours possible. Mais quand en amont du projet, on peut le concevoir et qu'on peut y inviter des bénéficiaires, on va dire, des personnes qui vont directement utiliser les badges, c'est tout bénef. Et deuxième chose, quand on peut créer des badges communs, là c'est encore plus puissant. Je pense par exemple à des badges projets. Je redonne l'exemple de l'IME de tout à l'heure. Ils organisent tous les ans un gros événement central dans la commune. Et donc là, il y a les habitants qui sont mobilisés, les jeunes de l'IME, les éducateurs évidemment, etc. Et en fait, l'implication de chacun, elle est connue parce qu'on discute, etc. Mais d'un point de vue de pouvoir en rendre compte si on veut l'utiliser dans différents niveaux, sur un niveau professionnel par exemple, c'est compliqué. Avec un badge, c'est faisable. Mais là, du coup, tout le monde se retrouve un peu mêlé. On va créer un badge festival Beauménil. Et là, il va y avoir soit il y a un badge. Après, voilà, c'est tout ça qui amène du temps, qui nécessite du temps parce qu'il faut en parler. Soit on fait un badge, soit on fait plusieurs badges en fonction des différents rôles qu'il y a. Mais il peut y avoir un jeune qui va se retrouver avec un habitant, qui va se retrouver avec un éducateur avec le même badge. Et ça bouscule aussi les règles du jeu. On n'est plus forcément habitué à se dire, finalement, moi, dans ce qui m'arrive là, dans l'événement dans lequel je participe, il n'y a pas de hiérarchie. À un autre moment, il y en a une, mais là, à ce moment-là, il n'y en a pas. Et donc, on se retrouve tous associés. Et je vous assure que pour les bénéficiaires, qui sont quand même des cœurs de cible, ça veut dire quelque chose que de partager un badge commun avec des personnes qui ne sont pas forcément dans une logique d'accompagnement, de déficience, on va dire, en tout cas dans le domaine du médico-social. Ça a un effet boost pour l'estime de soi qui est assez extraordinaire. Donc ça, c'est à prendre en compte. Quand c'est possible, il faut y aller. Et c'est souvent, pour terminer, c'est souvent idéal quand c'est un premier badge qui a cette teneur-là.
Parce que démarrer sur un projet sur un projet Open Badge avec un projet commun de badge, ça donne une légitimité au système. Et après, on peut décliner en se disant, on va créer des badges plus spécifiques pour des compétences professionnelles, etc. Mais on a déjà compris finalement le sens que ça avait et la manière dont tout le monde pouvait se l'approprier et la philosophie, on va dire, de cette démarche. Donc, moi, j'encourage souvent les projets à démarrer comme ça, petit, sur un badge projet, mais en tout cas quelque chose qui soit commun à tous. Voilà, quand c'est possible. Je viens de créer 2 salles, une salle question et une salle création d'un badge pour celles et ceux qui voudraient d'ores et déjà choisir, mais je me retourne donc vers Cécile qui a levé la main. Non, mais c'était pour compléter sur ce que Christophe disait, parce que il y a des petits mots qui font tilt dans mon cerveau. Sur la co-conception, moi je voyais plusieurs choses. Il y a le fait de créer un badge commun où tout le monde se retrouve dedans. Il y a le fait de le co-concevoir ensemble et de participer à la création, et ça c'est encore autre chose, mais c'est hyper important. Et puis il peut y avoir aussi des badges différents, mais si par exemple j'ai déjà accompagné un organisme de formation qui voulait mettre en place des badges pour ses participants, pour les former, mais aussi de rendre visible qu'ils avaient mis en place des badges pour leur équipe. Ça donnait encore, là si on repart sur la valeur, ça redonnait aussi un peu une autre valeur aux gens qui recevaient un badge, parce que c'était c'était un outil qui servait aussi pour la reconnaissance au sein de l'équipe. Et sur la réaction badge commun, alors là c'est pas dans le même sens commun pour tout le monde, mais c'est qui crée le badge. En fait, souvent on va se rendre compte de l'importance pour l'institution de créer le badge. Par exemple, des universités qui vont vouloir se mettre d'accord pour reconnaître quelque chose, mais chacun, parce que je ne sais pas si vous savez, mais dans le badge, on voit qui délivre ce badge. Et du coup, chacun a envie que ça soit marqué son nom pour dire c'est bien moi qui l'ai délivré. Et alors ça, on n'arrive pas toujours à résoudre cette question-là, parce qu'on sait bien que c'est important. Mais il n'empêche que je voulais revenir sur les endossements, donc ces petites marques de confiance qui peuvent se faire, pour juste, on rentre dans un côté un petit peu technique, mais dire qu'il y en a de 3 niveaux. Et parce qu'il y a aussi la question qui est passée dans le chat de est-ce que la région Occitanie pourrait endosser des badges. Alors, je refais mon petit point technique. Sur un badge, je peux, moi, en tant que bénéficiaire, porteur de ce badge, demander un endossement, donc une marque de reconnaissance si j'ai le badge animation d'un webinaire, je peux le demander à Pierre avec qui je co-anime, donc on va dire quelque chose à peu près au même niveau, puis je peux vous le demander aussi à vous qui m'avez vu animer, et donc vous pourrez chacun faire un petit peu vos remarques, et ça va venir enrichir mon badge. Ça c'est un premier niveau d'endossement, une personne, à peu près à ce niveau-là. Après, si moi je suis cette fois-ci en tant qu'organisme de formation et que je me mets à faire des badges, je pourrais demander, si je fais un badge justement animation d'un webinaire, je peux demander à la région Occitanie de venir endosser le moule de ce badge. Et à ce moment-là, dès que ce badge va être délivré, il sera délivré par mon organisme de formation et l'endossement de la région Occitanie, automatiquement. Les personnes qui vont détenir ce badge ne seront pas obligées d'aller rechercher cet endossement. Et donc là, peut-être qu'on peut parler de commencer à rajouter de la valeur, parce qu'il est donné par un organisme de formation, mais aussi par la région, en fait. Il est déjà validé par la région. Ça, c'est le niveau 2. Attention, on peut passer au niveau 3. Par exemple, ça fait très longtemps que je travaille avec... donc, mon organisme de formation travaille depuis très longtemps avec la région, et la région se dit, mais tout le travail que Cécile fait sur les badges, c'est super. Et je ne vais pas valider et endosser le moule du badge, mais je vais endosser tous les badges qui vont sortir du dispositif de Cécile. Et à ce moment-là, c'est un niveau un petit peu au-dessus, une marque de confiance qui va au-dessus. Donc, si je reviens à l'idée du badge commun, si moi j'ai travaillé par exemple avec une université belge et une université française qui avaient envie de faire quelque chose ensemble, mais chacun disait non mais moi d'accord, j'ai envie de travailler avec l'autre, mais je veux que mon badge ça soit marqué Université Trucmuche qui a donné ce badge. Et donc au final elles ont chacun, mais si on revient à l'idée de se dire
Le badge, il doit servir en fait à la personne qui détient le badge et pas seulement à la personne qui délivre le badge pour faire sa com. Si je fais un peu des coupes franches. Ce qu'elles ont fait, ces deux universités, c'est que l'université belge a fait son badge, mais elle a endossé le badge de l'université française. L'université française a fait son badge et a endossé le badge de l'université belge. Ce qui veut dire qu'en fait, quelque part, que l'étudiant il soit belge ou français, qu'il ait eu son badge d'un côté ou de l'autre, il y a déjà une reconnaissance. Donc, qui passe la frontière, ça rend complètement poreuse justement cette frontière et que chacun reconnaît la reconnaissance de l'autre, ce qui va faciliter un petit peu le passage d'un système à l'autre. Et à nouveau, on rend visible une reconnaissance existante ici entre ces deux universités en dehors de... Je vois Marie Carrère qui a levé les deux bras et qui en a baissé un à l'instant. Non, c'est numéroté par ordre de... Ah, d'accord. Il y avait 3 bras pour Gilles tout à l'heure. Ça m'intéresse de pratiquer et en même temps j'ai plein de questions, mais là j'ai surtout une question sur ça. Et pour l'endossement, en fait, en faisant mes recherches, à chaque fois je tombe sur Open Badge Factory, qui est un organisme, qui est une entreprise. Et si on veut le faire sans abonnement à Open Badge Factory, si on le fait avec Badger, l'endossement se perd si l'institution disparaît. Si on veut intégrer a posteriori d'autres établissements, qu'est-ce qui se passe si on n'a pas d'abonnement payant, si on le fait de manière gratuite que sur Badger, comment on peut gérer ça, quoi? Parce que pour moi l'open badge, tout l'intérêt c'est que ça soit justement ouvert et gratuit et interopérable et voilà. Donc je m'étonne en fait parce que toutes les personnes qui m'en parlent, qui me posent des questions à ce sujet, retombent sur Open Badge Factory sans comprendre que c'est une entreprise. Donc je m'étonne du modèle économique et de la confusion que ça engendre dans les gens qui sont novices en fait. Et voilà. Je veux bien commencer, puis Christophe ou Pierre vous compléterez. Donc effectivement, parce que c'est pour remettre un petit peu tout le monde de niveau sur ce point-là. Les open badges, c'est un format et c'est libre, gratuit et interopérable, comme en fait le format PDF. En fait, vous pouvez utiliser plusieurs outils pour ouvrir des PDF. Mais à chaque fois que vous utilisez un outil, vous voyez bien ce qu'il y a dans le PDF. Là, l'idée, c'est que le badge, il y a plusieurs outils pour pouvoir l'ouvrir. Donc, on a cité plusieurs plateformes. La première, c'est Open Badge Passport. Open Badge Passport, je vous ai mis le lien dans le chat. Et l'idée, c'est que c'est un endroit où je vais pouvoir, aller chercher des badges, aller les demander et aussi rendre visibles et organiser mes propres badges. Dans Open Badge Passport, ça fait déjà quelques temps, il y a aussi un endroit où je peux créer des badges. On a l'habitude de dire que c'est plutôt pour des badges individuels ou selfie badge, l'idée de se faire un badge à soi-même, parce que à chaque fois c'est les mêmes badges, le même format qui est créé, mais celui-ci, je vais pouvoir le faire pour moi et je vais pouvoir le délivrer à Marie, je vais pouvoir le délivrer à Thierry, etc. Mais ça, je vais pas pouvoir le gérer massivement. À chaque fois, il va falloir que je sois déjà connectée avec Marie pour pouvoir lui donner. Donc, on peut créer des badges de façon gratuite avec Open Badge Passport, mais ça demande quand même d'être dans un réseau et on ne peut pas les gérer en masse, ni faire les statistiques de combien de personnes ont accepté le badge, voir le suivi, etc. Donc, une autre plateforme qui s'est créée pour ça, c'est Open Badge Factory, dont vient de citer Marie. Donc là, effectivement, il y a un modèle économique. Ça n'empêche pas que ça travaille sur un support libre, mais c'est des services qui sont apportés à côté, qui sont payants. Ceux que je viens de vous citer, c'est comment on peut être à plusieurs à créer un badge, comment on peut gérer les statistiques, etc. Donc là-dessus, il y a des abonnements payants avec différents niveaux. Marie a également cité une autre plateforme qui s'appelle Badger, mais il en existe encore d'autres, Orca, etc. Qui sont des plateformes plus ou moins à chaque fois libres, qui présentent aussi d'autres façons de créer des badges. Il n'empêche que un badge de Badger, je vais pouvoir effectivement le lire dans Open Badge Passport.
Après, il y a des choses qui se perdent sur les endossements. Et là, moi, j'ai un peu décroché. Du coup, si Christophe, tu as plus d'infos d'un passage à l'autre. Et voilà, c'est pour représenter un peu les différentes plateformes qui existaient. Bah, pour moi, pour l'expérience que j'en ai pour le moment, mais j'avoue que j'ai pas creusé la question parce que c'est pas des demandes que j'ai mais elle serait pertinente parce que focaliser sur un seul prestataire de service, c'est pas terrible. Mais aujourd'hui, en tout cas, de prestataires français, enfin en tout cas, même si l'entreprise est en Finlande, elle est gérée par un Français qui s'appelle Eric Roussel, qui répond facilement à des équipes comme Cécile, Pierre, moi, Philippe ou d'autres, à des demandes d'évolution de l'outil. Il y en a pas tant que ça. Et moi, j'en ai pas trouvé vraiment beaucoup qui rendent ce genre de fonction. Donc Badger, effectivement, mais c'est pas ça ne va pas aussi loin en termes de services rendus. Et l'interopérabilité qui normalement est de fait à partir du moment où on répond au même standard international, puisqu'il y a un standard international sur les Open Badges. On en est au 3.0 maintenant, là, je crois. Et ce standard-là, normalement, implique que je peux balader mon badge depuis mon ordinateur sur mon système de gestion de fichiers. C'est une image avec les données inscrites dedans. Évidemment, je ne peux pas les voir tant que je n'ai pas l'outil pour le lire, comme un PDF. Mais je peux le lire, du coup, ce badge, avec plusieurs supports possibles. Là, l'expérience fait que les tests montrent de la perte en ligne. On va avoir effectivement des documents qu'on a intégrés dans le badge pour l'enrichir sur Open Badge Passport qui vont avoir disparu sur Badger ou des recommandations et vice-versa. Donc pour l'instant, l'interopérabilité n'est pas... dans ce sens-là, l'interopérabilité en tout cas, est pas 100% garantie. Et il faudrait faire une étude poussée de chacune des plateformes, prendre un badge témoin, etc. Mais pour l'instant, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui l'ait réalisé, cette étude-là. Nous, on a fait un petit benchmark dans le cadre du projet dont Cécile parlait tout à l'heure avec Bordeaux Métropole, qu'on peut rendre accessible d'ailleurs, qui montre effectivement qu'il y a plusieurs plateformes qui utilisent les badges, mais certaines, par exemple, vont utiliser le standard, mais les badges vont être fermés à la plateforme, qui est une plateforme de LMS, par exemple. Et là, à ce moment-là, une fois qu'on quitte le service de cette plateforme, on perd l'usage des badges. Donc, l'ouverture, elle n'est pas effective. Donc, c'est pas évident de trouver vraiment un niveau de service, on va dire, efficace qui permette de rendre concret les projets. Donc, Cécile parlait tout à l'heure des différents services. Il y en a un en particulier qui, pour moi, est central, c'est la demande de badge. De pouvoir créer une demande de badge, de ne pas attribuer un badge automatiquement à quelqu'un qui le reçoit, ça tombe dans sa boîte mail et puis ça se passe comme ça. C'est pas toujours la meilleure façon de faire. Je pense même que c'est pas... Ouais, voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais en tout cas, pour moi, avoir créé à côté du badge, c'est une sorte de recto verso pour moi, d'avoir créé une demande de ce badge, un formulaire de demande de ce badge, ça rentre dans la logique dont on parlait tout à l'heure de travail préparatoire qui peut être fait par la personne qui va demander le badge, un travail réflexif, et cette demande de badge va le guider. Et là, on va avoir effectivement bien plus de valeur d'ajouter dans cette demande dans cette attribution de badge que si elle arrive comme ça directement dans la boîte mail de la personne. Et ça, pour créer une demande de badge, il faut que le service existe, quoi. Encore une fois, c'est redonner du pouvoir d'agir aux gens, en fait, et d'être moins passif face à la reconnaissance, en fait, la demande de badge. Parce que, par exemple, des fois, il y a des organismes qui préparent tout un mur de badges, et en fait, quand vous êtes prêt, vous pouvez aller demander ce badge-là. Et ils n'ont plus qu'à scanner, ils arrivent sur une demande de badge, et en plus, dans cette demande, on peut déjà mettre les petits pas, etc., ou expliquer sa démarche pour avoir le badge. Et c'est complètement différent plutôt que quelqu'un dise « Ok, moi je juge que tu es prêt et du coup je te l'envoie et je te le pousse ». Et on voit qu'en termes d'appropriation de l'outil et du badge, au final, ce ne sera pas du tout la même démarche. Donc je pense que Pierre, Christophe et moi, on est tous les trois
désolé. Enfin, on aimerait qu'il y ait plus de plateformes et qu'il y ait plus de choix. Mais aujourd'hui, en fait, force est de constater que par rapport aux outils qui sont proposés et aux services qui sont proposés, la plupart des gens en France travaillent avec Open Badge Passport et Open Badge Factory parce que c'est ce qui est le plus simple actuellement. Voilà, même si moi je suis une libriste et que je défends les choses libres et gratuites, je ne peux pas dire autre chose. Il y avait une question sur... alors je crois que les deux salles, on va laisser tomber vu qu'il est 48. Mais il y avait une question sur l'Europe, et il me semble la reconnaissance à l'international. Peut-être juste dire que, en tout cas, l'association Reconnaître et ses membres travaillent de plus en plus fréquemment dans des projets européens. Il y a de plus en plus de projets européens qui demandent la mise en place de badges. Donc c'est quelque chose pareil. Hein. Pour moi, on en est quand même au début. On voit bien comment ça diffuse doucement, mais c'est en train de prendre. Peut-être Christophe, toi, tu as une info ou Pierre ? Juste que l'association Reconnaître fait partie d'un mouvement international qui s'appelle Open Recognition Alliance. Donc Reconnaître, c'est l'association française, oui, mais elle s'inclut quand même dans un mouvement international. Peut-être qu'on peut dire aussi juste que on vous a parlé du forum et moi ça me tient vraiment à cœur le forum. Du coup, je peux que vous rappeler 3, 4, 5 juin à Besançon cette année. Mais il y a aussi une conférence internationale qui s'appelle EPIC, qui avait lieu tous les ans, mais qui aura lieu que tous les 2 ans maintenant, qui se tient régulièrement. Les 2 dernières années, c'était à Paris, mais ça a tourné aussi. Donc, il y a vraiment une communauté aussi internationale qui s'intéresse à ce domaine de la reconnaissance et à l'usage des badges. Gilles. J'ai compris que tu disais Gilles, c'est ça, tu donnais la... Oui, j'allais dire Gilles Montaille, mais il cherchait ton micro. Oui, c'est ça, je cherchais le micro. Oui, il y a, enfin, c'est là par rapport, c'est bien la question des usages en fait dont on parle, c'est-à-dire que en fait, pouvoir délivrer un badge ou pouvoir l'obtenir en faisant simplement la demande, c'est aussi lié finalement à l'organisation qui se produit ce badge, son intention. Donc que les plateformes puissent multiplier les façons de gérer ce badge, c'est quand même plutôt sympa en fait. C'est pas qu'on ait on se l'approprie et on l'utilise d'une manière différente. Je sais pas s'il y a besoin d'avoir question de valeur là-dedans. C'est mieux de faire comme ça ou plus. Simplement, au moins pour les organisations, ça devient une façon d'accompagner possiblement un public dans une acculturation au sujet et aussi leur donner du pouvoir d'agir quant à avancer sur leur chemin de la reconnaissance ouverte de leurs compétences pour eux-mêmes ou par d'autres. Je pense que cette question des usages, elle est quand même bien centrale. Je repensais à la discussion autour du système de moules, de badges, on partage des badges, on les crée en commun. Je veux juste rappeler, et je ne sais pas s'il y a encore des personnes de Normandie là, mais en Normandie là, dans le cadre des lieux de la reco, en tout cas j'ai découvert ça, il y a ce principe où certains organismes, je pense à Média Formation par exemple, et d'autres, l'INFREP, en fait, on travaille en collaboration avec la région, on imaginait comment en fait les badges que ces organismes proposent à leur public puissent à un moment donné donner clé à l'attribution par la région d'un badge sur certaines compétences. Donc il y a la question de compétences douces, le travail d'équipe, la communication, etc. Donc ce travail de relation avec la région, de dire nous nos badges, on reconnaît ça. Est-ce que c'est compatible avec vous ce que vous entendez par telle ou telle reconnaissance? Et donc il y a un travail de proximité qui est fort et engagé d'ailleurs, et qui fait que quand un bénéficiaire, enfin un public dans une structure obtient 1 ou 2 badges de cette structure, et que ces 2 badges en fait sont finalement la traduction de badges région, automatiquement la région délivre le badge.
Et ça fait que la personne a à la fois un badge qui reconnaît une certaine compétence, une façon d'aborder cette reconnaissance au sein d'une organisation, mais aussi, du coup, une double reconnaissance par l'obtention d'un badge de la région. Ça, c'est aussi un des mécanismes qui est intéressant dans les usages, on va dire. Voilà, je trouvais ça... voilà. Peut-être j'ai oublié des choses que je voulais dire, mais... Peut-être, Gilles... Pardon, il y avait Pierre qui avait demandé la parole. Et je vais éclairer ce que vient de dire Gilles, je ne vais pas éclairer, mais en tout cas donner un éclairage qui est vraiment un éclairage de terrain. Donc en effet, la région Occitanie a levé 6 soft skills récemment et a fait des appels à projets dans le cadre de Innov-Emploi Expérimentation voici quelques années. Il y a des badges qui sont sortis et nous, dans notre territoire ici, autour de Carcassonne, on a participé à un premier projet de badge autour de ces soft skills. Seulement, les badges qui ont été émis, ce sont des badges qui sont carrément diplômants. Tiens, diplômants sur les soft skills. Je dois passer d'abord des étapes où je dois avoir un test qui me dit que j'ai telle et telle compétence et telle sous-compétence. Puis ensuite, je dois faire des ateliers pour travailler mes sous-compétences. Et ensuite, je dois faire 2 semaines de stage. Et à la fin de ces 2 semaines de stage, je dois remplir une grille avec l'entrepreneur en face de moi qui comprend pas mal. Et si cette grille est valide, à ce moment-là, j'obtiens le badge. Alors certes, ce badge de soft skills est reconnu quelque part par la région, puisque ce sont les soft skills régions qui sont là. Mais le badge qui est là, est-ce qu'il a vraiment de la valeur pour celui qui l'a attribué? Bien sûr, il a beaucoup travaillé, etc. Il est parti, mais alors que s'il avait eu des badges tout au long de son parcours, il lui aurait permis de s'engager dans un premier départ en disant « Allez, je m'engage dans cette dynamique. » Et puis ensuite, j'ai travaillé là-dessus ou je m'engage à travailler là-dessus. Et in fine, le badge obtenu, eh bien, il est, comment dire, il a une valeur qui est bien différente. Et nous, ici, à la mission locale Ouest Audoin, on a justement complété ce dispositif de badge en faisant des badges graduels qui permettent à chacun de prendre en main son propre parcours. Donc, il est important, en effet, certainement que certains badges soient endossés de manière à ce qu'ils soient reconnus dans un territoire beaucoup plus large. Mais pour les bénéficiaires, il faut pouvoir voir petit et graduel. Et là, à ce moment-là, eh bien, c'est chacun qui peut donner de la valeur à ces badges, que ce soit un individu ou bien une personne morale un peu plus élargie, etc. Je ne sais pas si j'ai été bien clair. En tout cas, je trouve que c'est la diversité, enfin la multiplicité des façons dont on peut croiser en fait renforcer en fait, c'est bien la question de la valeur du badge, comment ça peut renforcer aussi pour le public, le bénéficiaire. C'est-à-dire, moi j'ai dans le cadre de tel organisme obtenu un badge. Puis en fait, ce travail qui est fait à l'échelle de l'organisme, dans son contexte, etc., par graduation ou pas, hein, en tout cas, à un moment donné, il est doublement payant quand derrière, la région, par exemple, en fait, vient en fait renforcer ça. En fait, je trouve ça c'est intéressant comme approche. Ouais. Mais si le terrain ici là, sur là, maintenant, les gens, il faut qu'ils en aient envie. Les titulaires, il faut qu'ils en aient envie et il faut que sur le terrain, sur le territoire, eh bien, ce badge aussi soit reconnu. Et c'est in fine, s'il y a une reconnaissance supérieure à ce moment-là, qui fait que ça va éclairer l'ensemble. Et le badge, il sera efficace sur le terrain toujours. Il faut qu'il soit d'abord efficace sur le terrain toujours. En tout cas, c'est mon avis. Et en premier lieu, le terrain. Je voulais revenir aussi sur cette question de plateforme. C'est vrai que dans les petits entretiens que j'ai menés, revient souvent quand même le côté, comme ils disent, l'expérience utilisateur, le côté friendly, le côté tout ça là, qui parfois en fait crée des freins
quant à l'usage et l'appropriation en fait des open badges, et notamment auprès des entreprises. Ça, c'est un témoignage assez fort que j'ai relevé auprès de la mission locale Saint-Lô, où ni plus ni moins la mission locale, après 5 ou 6 ans d'expérimentation, voire plus, en fait, a fait le choix de se dire je vais m'éloigner de la plateforme Open Badge Password, qui est la seule réellement qui est là et on va dire ouverte et qui permet de déployer des systèmes de reconnaissance, à ma connaissance. Et en tout cas, la mission locale Saint-Lô s'est dit moi là c'est pas friendly. Et donc du coup, en fait, il a décidé de passer par un nouveau prestataire quant à l'usage des badges, en fait, avec la conséquence du manque d'ouverture, le manque de possibilités d'interaction en dehors de l'écosystème. Et j'ai trouvé ça... ça me pose des questions. Et la raison pour laquelle il a décidé de changer de plateforme et en tout cas d'interlocuteur, c'est de se dire moi ça répond pas à mes besoins comme c'est là, et ce que j'ai besoin c'est de faire ceci ou cela, et là j'ai exploré tout, j'y retrouve plus mon compte, je vais changer en oubliant en chemin la dimension la dimension on va dire interopérable, portable et ainsi de suite. L'interface en fait est un frein à la culturation des acteurs, et notamment auprès des entreprises qui n'ont pas toujours le temps de se prendre la tête à apprendre un nouveau outil numérique pour faire de l'endossement par exemple. Bon, c'est un peu critique mais c'est comme ça. Marie. Oui, juste par rapport aux micro-certifications, puisque ce que vous disiez sur le fait que ça puisse être ça puisse au final devenir un diplôme ou une certification, et quel lien on peut faire avec les propositions de micro-certification du Conseil préconisées par l'Union européenne, et non, ça vous parle ou pas? Il y a un écho, je crois, pardon. J'entends. Des fois il y est, des fois il y est pas. Je pense qu'il doit y avoir dans la Silicon Valley des gens qui jouent avec notre machin. Ça, il n'y en a plus. Ça va bien. Micro-certification. Disons que micro-certification, c'est bien parce que ça peut servir à ça, mais micro-certification, c'est micro-diplôme. Et micro-diplôme, à ce moment-là, très vite, on peut dire « Ah ben ça, oui, je connais. Le diplôme, je connais. Allez, on fait ça. » Mais le badge, en fait, il a une souplesse d'utilisation et une capacité à pouvoir faire des choses beaucoup plus, on va dire, importantes en termes d'impact que ça. Donc, une micro-certification, oui, ça existe, c'est vrai. Ça rentre, on en parle beaucoup d'ailleurs à Epic parce que même aux États-Unis, ça sert, ça vient remplir des vides en termes justement de certification, de micro-certification. Mais si on fait des micro-certifications, eh bien en fait, à la fin, on ne fait que ça et le badge, il perd de sa valeur parce que j'ai un badge pour dire que j'ai fait cette micro-certification ou que j'ai un papier qui me dit que je l'ai faite, c'est la même chose. Oui, le badge, il agit ailleurs. Ouais. Mais bon, ça peut servir à ça aussi, hein, bien sûr. C'est un support, après, il peut servir aux deux. Juste lors d'une conférence Epic, là, on s'était amusé à faire un procès. Et c'était effectivement la micro-certification qui portait plainte contre les badges et pour voir un peu les différences et comment chacun avait des arguments. Et c'est ça qui est aussi intéressant de voir la porosité entre les deux. Je vois qu'il est 12h01, Pierre, et qu'il y a des gens qui nous disent au revoir dans le pad, dans le chat. C'est l'occasion. Ouais. Soit on fait une petite transition vers la fin, soit on rappelle le prochain rendez-vous, ou je sais pas. Mais donc, on va faire les deux. Petite transition vers la fin, c'est-à-dire d'une part vous orienter, on l'a mis dans le chat, vers les deux derniers webinaires que nous avons pu faire. Ce webinaire sera ensuite diffusé dans cette page YouTube
Et on pourra donc y revenir. Vous pouvez vous tourner vers Cécile et moi, soit pour avoir des questions, et Christophe Delamarre aussi, bien sûr, soit pour avoir des questions, vous allez sur notre site et puis vous nous envoyez des mails, ou bien vous nous envoyez des mails directement à l'un et à l'autre. Vous pouvez aussi participer à Badgeons de l'Occitanie si vous le souhaitez. En tout cas, nous sommes ouverts à toutes les questions et toutes les orientations vers celles et ceux qui pourront y répondre si nous n'avons pas les réponses. Thierry Bouet, Monsieur Bouet. Oui, très bien. Moi, j'ai trouvé ça génial, votre présentation. Même si j'avais quand même quelques petits prérequis sur le sujet, est-ce que vous pourriez résumer en 1 minute les recommandations à nous donner pour mettre en application les open badges? Allez, on va être fou au niveau du mouvement sportif en général. Ça a commencé par le Comité national olympique et sportif qui s'intéresse beaucoup à ce sujet-là parce qu'il y a eu les JO. Et quelles seraient les principales recommandations à faire? Alors, je parle pour ma paroisse, je suis désolé, je parle du sport, mais bon, il faut peut-être prendre un exemple. Et puis, alors la question est peut-être un peu difficile à répondre, mais par où il faut prendre le problème voilà. Monsieur Bouet, juste le 5 décembre, ici dans mon département, le comité départemental olympique et sportif et le département de l'Aude s'intéressent à la question de valoriser le bénévolat. Et je leur ai parlé beaucoup des badges, mais ce serait bien d'avoir quelqu'un en plus avec moi pour pouvoir partager ça. Mais voilà, on se pose d'autres questions à ce sujet, mais je vais pouvoir aborder la question. Que ce soit en sport, que ce soit en emploi, à mon avis, il y a 3 éléments principaux. La première, c'est connaître le terrain. On ne fait pas des badges qui ne sont pas adaptés au terrain parce que sinon ça ne marche pas. Ensuite, avoir des personnes à qui on va attribuer qui sont demandeuses. Donc on ne peut pas attribuer des badges à des gens qui ne le demandent pas. Il faut aussi que ce badge soit partagé. Et ça, c'est mon avis perso. Il faut que les badges soient bien lisibles et explicites. Voilà. Pour moi, c'est les 3 éléments les plus importants, mais peut-être que mes collègues ont des avis différents. Christophe, est-ce que tu veux t'essayer en 1 minute pour le mot de la fin? Moi, je pense que Pierre a dit l'essentiel. Quand on crée un projet de demande, un dispositif de reconnaissance ouverte, on va parler de ça, plutôt que de parler d'un dispositif de badge, donc un dispositif de reconnaissance. Il faut s'appliquer à ce que ça s'intègre dans un écosystème. Alors, on utilise beaucoup ce terme écosystème. C'est un peu galvaudé aujourd'hui, mais enfin, il veut dire quand même peut-être quelque chose pour vous. Un écosystème d'acteurs à la base de la création de ce dispositif. S'il n'y a pas ça, ce que disait Pierre tout à l'heure par rapport au terrain, s'il n'y a pas ça, j'ai vu moi quand même quelques projets qui finalement avortent assez vite, puisqu'en fait, ils n'ont pas d'incidence, d'implication, de relais, d'intérêt pour le terrain, pour les acteurs, qu'ils soient publics ou privés. Donc ça, c'est... je ne sais pas si on peut dire qu'on commence par ça, mais en tout cas, c'est un préalable. Le second, ça peut être celle de la question de la reconnaissance et de ce que... En tout cas, nous, on défend ça au niveau de reconnaître, et c'est un peu la marque française cocorico des open badges, parce que c'est pas tant que ça pris en compte dans d'autres, on voit par rapport à Epic et ce qui en ressort, c'est la question que les badges, c'est un outil d'émancipation, c'est un outil qui sert, outil et démarche, On a vu que c'était un outil technique, mais il y a toute une démarche, il y a tout un processus qui est mis en place. Donc il faut penser cette démarche et ce processus comme quelque chose qui va servir l'émancipation et qui va être au service des individus. Et pour ça, il faut laisser de la place. C'est un levier pour travailler sur la réflexivité. Donc moi, s'il y a un mot-clé à retenir par rapport à ça, ou des mots-clés, c'est écosystème, réflexivité. Il faut qu'effectivement, les badges permettent aux personnes de dire pas seulement voilà ce que je fais, mais comment je fais. Comment je fais quand je dis que je fais ça. Et ça, à partir du moment où ça c'est fait, presque le badge a presque plus d'intérêt après. C'est très particulier à dire, mais il perd presque de son intérêt parce que ça y est, j'ai compris comment présenter, comment dire, comment
être acteur de ma propre démarche personnelle de valorisation et de reconnaissance autour de ma pratique, parce que ça a été en amont accompagné, donc ça nécessite de la médiation, hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'institutions d'éducation populaire qui s'approprient les badges parce que ça fait écho chez eux. Et puis pour terminer, effectivement, le troisième point, il faut que le système soit simple, le plus simple possible. Et travailler sur la simplicité, c'est un vrai challenge. C'est pas simple. Parce que les usines à gaz, j'en ai vu un paquet, hein, des gens qui arrivent tout de suite en disant ah ça y est, j'ai compris, on a créé, moi je l'ai fait, hein, je l'ai fait avec Ferme d'Avenir dont je vous parlais tout à l'heure, on a créé un référentiel parce qu'il n'y en avait pas sur l'agroécologie et on s'est retrouvé avec 50 badges. C'était chouette, hein, il y avait plein de petits badges, des badges de savoir-faire, il y avait des méta-badges, et à la fin, on a fini par dire mais finalement tous les autres on laisse tomber, on garde 5-6 badges clés. Et ça va être l'expérience encapsulée dans le badge de la personne qui va créer la différence. Qui va dire comment moi je m'y prends quand je m'attaque à cette dimension-là de mon métier. On a vu tout à l'heure, hein, employé libre-service, ma pratique. On n'a pas fait un badge sur le facing, on n'a pas fait un badge sur la logistique, on n'a pas fait un badge sur... Mais on peut, hein. On peut faire 30 badges sur employé libre-service, mais là, on perd pratiquement tout le monde. On perd les entreprises, on perd les individus, on perd les équipes pédagogiques qui travaillent là-dessus. Mais le premier réflexe, c'est quand même de faire ça. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai pris plus d'une minute, je pense, mais... Cécile, en direct de 7. C'était juste pour vous dire au revoir parce que le temps tourne et on se promet de finir à peu près à l'heure. Et surtout qu'on vous a mis plein d'éléments dans le chat pour nous retrouver avec des adresses de contact collectif. Mon adresse directe, Pierre peut mettre aussi la sienne. Si vous avez des questions pour rejoindre le M-Hub, le site de Badge en Occitanie, comment avoir les infos de la newsletter, voilà. Mais vous pourrez aussi retrouver sur LinkedIn et vous dire que le prochain rendez-vous donc il y aura un autre webinaire le 30 janvier 2026. Et merci à Pierre et à Cécile pour leur invitation. Ça m'a fait plaisir de partager mon expérience. Merci à toutes et à tous. Vous avez été 18. Il y en a certains qui sont venus presque 20 à avoir participé. Si vous avez des idées, des questions pour d'autres webinaires, n'hésitez pas à nous le signaler. Nous répondrons à votre demande. À vos demandes. Bonne journée, bonne fin de semaine Merci. Et à bientôt.